L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel Food Hero, qui est une application québécoise révolutionnaire qui a pour but de prévenir le gaspillage alimentaire tout en vous faisant économiser substantiellement sur votre épicerie. Ouais, puis quand on parle d'économie, c'est des économies énormes de 25 à 60% sur une panoplie de produits. On parle de viande et volaille, poissons et fruits de mer, boulangerie, repas prêts à manger. En fait, avant de passer date et d'être jetés, bien, finalement, sont congés, ces produits-là, et puis pour prolonger leur durée de vie, puis ensuite à être ramassés par vous. Ouais, moi, j'ai souvent de la misère à me décider sur qu'est-ce que je vais manger. Mais là, avec Food Hero, tu peux downloader l'application, tu te crées un compte, puis là, tu regardes les marchés qui sont proches de toi et tu regardes les produits qui sont offerts sur Food Hero. Puis à partir des produits sélectionnés, ben là, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux manger. Parce que quand tu as infini de choix, il y a trop de choix. Trop de choix. Mais là, quand il y a un petit peu moins de choix, un petit peu plus restreint, malgré leur grande quantité de produits offerts, ben tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Puis tu peux avoir des idées de repas à te faire. Fait que ça, c'est une très bonne idée aussi. Tout en payant moins cher, tout le monde gagne. C'est le best. Donc, les épiceries qui sont partenaires, on a IGA, Métro, Rachel Berry, Marché Tradition, Marché Bonichois. Puis toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la description. Fait que abonnez-vous à Food Hero puis sauvez le monde. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin. Avec moi, Doom Plante. Quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir de recevoir un vieil ami, une vieille connaissance, un ancien professeur de philo du cégep que j'ai rencontré quand j'avais 17 ans, qui m'a marqué, j'y ai dit dans le podcast, Sol Zanetti, qui maintenant est en politique chez Québec solidaire et qui se présente et qui fait la course pour devenir prochain co-porte-parole de Québec solidaire avec Ruba Gazal. Donc, puis moi, je trouvais que c'était une opportunité, le fun de l'inviter puis de parler. En fait, c'est quelqu'un qui est sur ma liste d'invités potentiels, je pense, depuis le début du podcast. Ouais. Puis j'attendais comme le bon timing en me disant le jour où il va venir, ça va être vraiment super intéressant parce que je l'ai connu puis je le sais comment qui est convaincant, qui est passionné, qui donne de l'espoir. Fait que c'était vraiment un grand plaisir de le recevoir, de parler de comme... premièrement, on a parlé de ce passé-là de prof, puis de la philosophie, l'importance de la philosophie, à quoi ça sert de se poser ces questions-là, des sophismes, des sophistes dans la société. Ensuite, parler beaucoup aussi de politique actuelle, de souveraineté, évidemment. On a parlé de l'importance des rêves. L'importance de rêver, l'importance d'avoir des projets de société. Super conversation. Super conversation. Super gars. Qui est, tu sais, à la fin, tu le dis, là, mais genre, après avoir parlé à Sol pendant 1h30, c'est comme, on est rempli d'espoir. Ouais. C'est vraiment un gars positif, puis du positivisme dans la société, dans le discours ambiant, ça en prend plus que jamais. Puis je pense que c'est important c'est cool vraiment d'avoir une voix comme ça qui fait que tu sors, puis t'as pas envie d'aller pleurer en boule dans un coin, puis tu peux penser à peut-être rêver, tu sais. Ouais. Fait que bon podcast. Bonne écoute. L'épisode de cette semaine est présenté par Emma Québec. Dernièrement, on a enregistré un épisode avec Emma Québec, avec Caroline et Jimmy qui travaillent pour Emma Québec, où est-ce qu'on a parlé du don de tissu. Donc, on a décrit, en fait, c'est quoi le don de tissu, on a défini son importance, on a expliqué comment ça fonctionnait, on a expliqué quelle vie ça pouvait sauver, quelle vie ça pouvait grandement améliorer. Et c'était un épisode, encore une fois, à chaque fois qu'on travaille avec Emma Québec, là, c'est le temps des épisodes tellement pertinent, tellement touchant et qui reste avec moi quand même longtemps. Fait que, Dom, qu'est-ce qu'on fait pour le don de tissu? Bien, si vous êtes favorable, si vous voulez faire don de vos tissus et organes, en fait, ça se passe après votre décès, bien, vous avez juste à signer votre carte d'assurance maladie. C'est vraiment important. Comme ça, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de questionnement au moment de votre décès. Est-ce que la personne était favorable, était consentante à ce qu'on... Puis, on peut vraiment faire une grande différence. On peut, comme disait PH, améliorer et sauver des vies. Donc, signer sa carte d'assurance maladie. Puis sinon, en parler avec ses proches, signifier
qu'on est intéressé à faire ce don-là ou de demander aussi à ses proches s'ils sont intéressés. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben, vous savez déjà la position de vos proches. Donc, bien important. Tout à fait. Et on entend souvent parler du don d'organes, mais le don de tissu, c'est plus méconnu. De là, l'importance d'aller écouter notre épisode qu'on a fait avec Caroline et Jimmy. Fait que merci Emma Québec, puis bon podcast. J'ai fait un podcast. J'ai un autre projet avec une autre entreprise que j'ai, puis c'est un podcast de sport. Ouais. Puis je faisais un genre de test de sudation. Là. Ben, merci beaucoup. En fait, c'était de l'entraînement à l'adaptation à la chaleur. Fait que j'étais dans un suit, un jumpsuit là, avec genre un capuchon puis tout serré de même. Puis là, je courais. Avec un sensor pour la température de mon corps. Puis là, pendant ce temps-là, j'avais un gars qui est un scientifique de l'entraînement qui parlait dans le micro, puis que là, moi, j'étais en train de courir, puis là, il me passait le micro, puis là, moi, je parlais, mais entre-temps, t'as comme le tapis roulant qui fait du bruit non-stop, là. Fait que j'ai enregistré ça, puis finalement, j'ai même pas enregistré dans le micro, j'ai juste enregistré dans les micros de mon recorder, là. Fait que c'est de la piètre qualité. Puis là, Nicole, il a pogné les tracks, il les a mis dans une affaire de AI qui reconstruit ma voix. Mon Dieu. Puis l'effet est quand même considérable. Là. Des fois, on dirait que j'ai comme je fais un anévrisme là, pendant que je parle, là, où est-ce que je dis des fins de phrases, ça fait aucun sens, mais... C'est comme, il essaie de deviner ce que tu dis puis de créer une voix, genre. Fait que, genre, des fois, ça te fait dire d'autres mots que t'as pas dit, ou c'est vraiment weird. C'est fou, là, ouais. Oh, ouais, OK. Oh my God. On est dans le futur, on est dans le futur. mais le monde change vite, là, c'est pas possible. Tu sais, le GPT n'existait pas, je sais pas combien, pas longtemps, puis là, c'est comme, ça fait partie de Je sais pas comment les profs font. Ça va être fou, hein. Pour savoir qu'est-ce qui est authentique, là. À part, mettons, écrire ça dans la classe à la main. Il va falloir revenir, c'est ça, aux examens à la main en classe, là, puis ça va être ça. Moi, je faisais déjà ça. J'étais comme, sinon, tu sais, ChatGPT, mais il y avait genre chat, maman, papa, mon ami, tu sais. Ouais, les travaux à la maison, ouais. Fait que j'étais comme, non, tu sais, si je veux savoir si ça vient de toi, c'est là, à la main. Ouais. Ouais, j'avoue que ça on n'aura pas le choix. Ouais, on ça tourne, hein? Ouais, ça tourne. On est parti. On peut parfait, continuer cette conversation-là, d'ailleurs. Mais ouais, juste pour rappeler là-dessus, effectivement que c'est difficile on parlait de l'intelligence artificielle, de ChatGPT pour les professeurs. Là. Comment t'assurer que ton élève a bien assimilé la matière? C'est tellement facile maintenant de pas l'assimiler du tout, de pas avoir besoin de penser jamais, dans le fond. Là. C'est fou, hein? De faire des calculs. Tu sais, l'autre jour, j'avais une règle de 3 à faire. Là. J'aurais pu retourner dans mes souvenirs pour faire la règle de 3, mais là, je me rappelais plus exactement comment. J'ai fait fuck that. Je vais juste demander la question. Vraiment par pure paresse, puis je me suis pas senti super après. Là. Je comprends. Mais ça, c'est comme les GPS aussi, là. Tu le mets tout le temps, puis là, tu finis par vraiment plus être bon pour te... Moi, ça fait des années que j'habite à Montréal, puis je connais pas les noms de rues, genre, je fais juste me déplacer avec ça, puis... Ça fait des années le monde me dit, j'habite coin telle rue, je suis comme, je sais pas. Genre, moi, ton code postal. T'arrives direct dessus. Ouais. Mais segue à... on parle de ChatGPT puis d'éducation, mais... je suis content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on se connaît depuis longtemps, parce que tu as été mon prof. C'est fou, hein? Au cégep. Il y a... Campus Notre-Dame de Foix. Ouais. Il y a 16 ans, genre. Hey. Fort longtemps. 16 ans? Ben, on est en 2025. 25. Puis c'est ça qu'on disait, ça devait être en 2009. Je suis rentré au cégep en 2008. Ce capoté, là, ça fait quasiment aussi longtemps ça que dans le fond, c'est l'âge que j'avais pratiquement. Ouais. Là, fait que mais parce que moi, je me rappelle, nous, on se connaît depuis vraiment longtemps, on se connaît depuis le primaire, puis je me rappelle que tu m'avais parlé de ça rapidement au cégep, là, comme étant un professeur marquant pour toi. Là. Non, mais pour vrai... Non, mais pour vrai, je te lance des fleurs là, en partant, mais genre, tu sais, dans la vie, souvent, tu vas avoir une couple de profs de même qui te marquent, puis qui change un peu ta trajectoire ou qui te reste avec toi, tu sais, puis mettons mon prof aussi de guitare au cégep, moi j'étais en musique, tu sais, puis qui, non? Louis Leblond qui s'appelait, puis c'était vraiment un genre de mentor aussi, puis très très philosophe aussi là, comme personne,
Fait que, tu sais, lui m'a vraiment marqué, mais toi, tu m'as vraiment marqué aussi. Tu fais partie de ces gens-là. Tu sais, puis mettons, un prof d'anglais au cégep que je considère au secondaire dans ces personnes-là, mais que j'ai vraiment comme gardé quelque chose avec moi pour après. Puis t'as failli même bousiller son parcours tellement... Mon parcours. Tellement eu un impact et t'as failli ruiner sa carrière de musicien. T'as failli ruiner parce que... T'allais étudier la Bible à l'université après avec De Coninck. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que... Je sais pas si je te l'ai dit ça parce que tu sais, on s'est toujours croisés quelques fois. Ouais. Mais... tu sais, en fait, parce que tu sais, je tripais philo, puis tu sais, je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait finalement? Ouais, oui, vraiment. Puis là, je me souviens que tu m'avais dit, faut que tu ailles en philo à l'université, tu sais, faut au moins un petit peu. Tu vas triper, tu sais, tu vas triper, puis là, j'étais comme, ah non, tu sais, moi, c'est la musique, puis comme, je vais continuer dans ce chemin-là, puis c'est ça. Fait que j'étais mais j'y avais pensé, puis j'étais comme, ah non, tu sais, je reste dans ma track de la musique. Mais tu m'avais dit, si tu veux pas en philo, va au moins faire un cours avec De Coninck, avec Thomas De Coninck. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit, tu vas voir, ça va changer ta vie. Ouais. Puis là, je rentrais à l'université. Fait que là, quand vient le temps de choisir des cours en faculté, j'étais comme, ah, parfait, je vais checker quel cours qu'il donne, puis je vais m'inscrire, tu sais. Puis là, le cours qu'il donnait, cette session-là, c'était sur le traité de l'âme d'Aristote. OK. Fait que niché. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'arrive là. Oh my God. Hey, drette en partant. Puis là, tu sais, je pense que normalement. Moi, dans ma tête, j'avais en tête genre Platon. Ben exact. Les présocratiques, tu sais, un truc d'introduction. Ben exact, où il a été fait dans ce ordre-là. Tu sors de philo 3 au cégep, là. C'est pas genre. Puis là, le traité de l'âme d'Aristote. Boum. Traité de l'âme d'Aristote direct. J'étais comme juste, wow, ça a l'air le fun de m'inscrire là-dedans. Puis là. Puis en plus, je me souviens, tu m'avais prévenu parce que tu m'avais dit, tu vas voir premier cours, tu vas rien comprendre. Ouais. Puis tu vas aux ateliers que Monique Savard. Monique, qui est comme la professeure, je sais pas comment t'appelles ça, là, son adjointe, genre. Elle l'aide dans ses cours là. Ouais. Puis elle donne des ateliers sur le cours où est-ce que là, t'as un cours sur le cours. Ouais. Qui est comme optionnel, tu peux voir si tu veux, mais ça t'aide à comprendre. Puis tu vas là, puis il dit, tu vas voir comme tout va se mettre à faire du sens, puis là, tu vas capoter, tu sais. Puis ça a fait exactement ça. Je me souviens, j'étais arrivé dans le premier cours. Puis là, clairement, justement, le monde, eux autres, ils avaient fait le chemin normal. Ils avaient fait présocratique, Platon. C'était pas leur premier cours de Coninck. C'était pas leur premier cours de philo, tu sais. Puis là, genre, moi, j'arrive dans cette classe-là. Puis tu sais, en plus, juste un cours magistral d'université, j'avais jamais vécu ça. C'est déjà difficile. En musique, moi, c'était juste des petits groupes de 20. Puis genre, c'était vraiment pas la même affaire. Puis là, je m'assois là, puis là, ça part. Puis là, tout de suite, il y a quelqu'un qui lève la main, puis sa question dure 5 minutes, puis il cite 4 auteurs dans sa question. Puis là, je suis comme. C'est comme si tout le monde parlait chinois, tu sais. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis finalement, j'ai persévéré. Puis je l'ai fait. Puis je suis allé aux ateliers. Histoire de persévérance. Puis genre, pour vrai, ça m'a. Puis tu sais, juste d'être en contact avec ce gars-là. Puis tu sais, dans le fond, c'est que c'est un prof de philo qui te fait philosopher, vraiment. Tu sais, c'est qu'il te pose des questions, il te sème des graines de questions. Puis il te donne pas les réponses, il faut que tu les trouves. Puis il faut que tu cherches là, toute la semaine, tu cogites ça, puis tu reviens la semaine d'après avec des réponses, mais tu as des nouvelles questions. Puis là, fait que c'est vraiment, je pense que c'est ça son plus grand... c'est son super pouvoir. Son pouvoir de faire, pas juste donner une matière, mais faire philosopher. C'est pas un exposé de ce qu'il a compris là, de la vie puis d'Aristote. C'est comme... Il te met dans les réflexions. C'est pour ça que je... Ouais. Ah, mais je suis content que finalement, c'est cool. J'ai fait ça, puis j'ai fait Platon aussi avec lui après, finalement. Mais bref, puis tu sais, ça, encore une fois, c'est resté avec moi. Puis maintenant, tu sais, je veux dire, la philo fait moins partie quotidienne de ma vie parce que la vie suit son cours, puis je lis pas Aristote en me levant le matin, mais je garde ça dans mon bagage. Là, mais c'est sûr que tu fais de la philo dans ton podcast. Ben oui. Tu sais, la philo, c'est pas lire Aristote. Là, tu peux vraiment lire Aristote, pas faire de philo. Tu sais, la philo, c'est se poser des questions fondamentales. Puis, tu sais, je pense que vos podcasts seraient probablement vraiment dulls si vous faisiez pas ça. Tu sais. C'est comme c'est ce qui fait l'intérêt. C'est des questions fondamentales. Oui, mais tu sais, aller au cœur des choses.
Puis ça sert dans la vie de tout le temps, tu sais, puis ça sert dans la vie personnelle. Quand tu te demandes, genre, qu'est-ce que l'amour? Ouais. Wow! Ouais. Là, tu es en train de faire la philo très pratique, là. Ouais. Tu sais, concrète. Quand tu te demandes quelle est l'importance de la vérité dans notre société, tu sais, je veux dire, ou comment c'est ça, tu sais, toutes les questions sur l'actualité est juste un lieu foisonnant de questions philosophiques. Questions potentielles. philosophiques, Ouais. puis de sophismes à déceler, puis à essayer Ouais, c'est ça, de c'est ça démonter. aussi, ouais. Quand tu as étudié les sophismes, justement, puis que tu es capable de les reconnaître, tu en vois partout. Là. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. partout. Moi, j'ai trippé là-dessus. Ouais. J'ai trippé là-dessus. À une époque, j'avais plus de temps, je faisais des capsules sur les sophismes des politiciens. Ouais, je me Puis rappelle. j'avais fait une bonne section, mais à un moment donné, c'est que c'est toujours les mêmes. Fait que Ouais. je me suis comme, ben là, je peux pas refaire. Tu sais, il y en a 3-4, là. C'est bien rare. Tu sais, mettons des types de sophismes, dépendamment des catégories, tu sais, tu peux en avoir, mettons, une vingtaine de sortes. Mais là, tu sais, ceux de la lesquels qui politique, revenaient ben, le c'est la plus? caricature. Ouais. C'est-à-dire déformer la position de l'autre, la rendre plus facile à attaquer, puis là, attaquer une position qui n'est pas vraiment la sienne, mais qui a l'air vraiment folle. Comme ça, c'est vraiment, t'as l'air comme. Puis là, lui, il a l'air ridicule. Tu sais, ça, c'est niaiseux. Ça, c'est le plus courant qu'on voit, là. Toutes les périodes de questions de l'Assemblée nationale, François Legault, il en fait une. Une ou presque. Ouais. Genre, mettons, j'ai pas calculé, mais à l'œil de même, ça m'apparaît 80% du temps. Tout ce que le troisième chef de l'opinion de l'opposition veut, c'est le retour du grand soir, puis de la grande soirée. Puis là, c'est comme, c'est pas si personne n'a parlé de ça. Exact. On sait bien, Parti libéral, on sait bien, Québec solidaire, ils veulent rien que telle affaire, puis là, t'es Ils comme... veulent rien que des taxes de plus. C'est ça, puis ils pensent que l'argent pousse dans les arbres. Tu sais, évidemment, c'est sur notre la thèse. caricature. C'est ça. Écoutez, l'argent pousse dans les arbres, alors... Donc, on va tu sais, l'utiliser. donc, on va l'utiliser. Tu sais, c'est comme qui dit ça? Fait que la caricature, c'est le plus fréquent. Il y a aussi comme... il y en a qui appellent ça dans le livre de Baillargeon, Normand Baillargeon, il appelle ça le hareng fumé. Là. OK. Tu sais, c'est comme la métaphore du hareng fumé, c'est que t'envoies comme une mauvaise piste. Tu sais, mettons, des chiens cherchent quelque chose, t'envoies un hareng fumé à quelque part, puis là, ils Ça, vont ouais, comme... ouais. Ça masque l'odeur. Fait que c'est comme tu fais une distraction qui fait que ça change complètement le sujet. Tu sais, ça, c'est fréquent aussi. Tu sais. Période de questions, c'est juste ça. Tu poses une question sur une affaire, puis là, ils font cool, ils te lancent un truc pour partir à un autre débat, puis ils te posent une question en plus. Fait que là, t'es là, si je réponds pas à sa question, j'ai l'air de pas vouloir répondre à sa question. En même temps, si je réponds à sa question, ma question, il répondra jamais à ma question. Fait que là, il faut que tu reviennes à ta question. Puis tu sais, c'est comme un espèce de dilemme. Il faut que tu te disciplines à genre, non, reste sur tes questions, réponds pas à ces questions. La perte de questions, elle va dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Tu sais, c'est... Puis sinon, il y a... aussi, tu sais, c'est pas très recherché, en fait, tu réalises, là, c'est comme des petits sophismes de bas étage répétitifs. Fait qu'à un moment donné, je me suis comme lassé, j'ai dit, je peux pas faire toujours le même avec des exemples différents, mais en même temps, ça serait le fun, tu sais. Je me fais souvent dire, hey, on aimait ça quand tu faisais des capsules sur les sophismes. Mais moi, Ça je trouve reviendra, ça peut-être. intéressant, Ah ouais. justement, juste de caler les gouvernements et les autres élus sur leur bullshit, là, je veux dire, sur leurs arguments qui font pas de sens. Puis tu sais, s'il y a personne qui est là pour fact-checker ou pour juste comme dire, OK, mais tu t'as dit ça, cet argument-là, tu tiens pas la route pour telle raison. C'est comme, je pense que aussi pour le public, c'est Ouais. intéressant. C'est comme pas... tu sais, la période de questions à l'Assemblée nationale, mettons, c'est mise en minuté. scène, quasiment. Ben oui. Puis c'est minuté, puis ça permet pas... Tu sais, c'est un lieu de lutte plus qu'un lieu d'échange. là. Ouais. Tu sais, d'un point de vue du philosophe qui croit en la raison et son pouvoir d'éclairer la société, c'est très décevant. Tu sais, c'est comme... c'est pas fait pour ça, tu sais. Ça voudrait, là, ça mime que c'est ça le but, mais c'est pas ça. C'est ça, tu sais, on a parlé aussi avec le style de débat, puis pas obligé d'embarquer trop deep dans ce sujet-là, mais tu sais, les exemples de débat, par exemple, à la Charlie Kirk, qu'est-ce qu'il faisait dans les universités, tu sais, puis que c'est l'apparence d'un débat, mais c'est un peu un dialogue de sourds, dans le fond, parce qu'il n'y a personne réellement qui est ouvert à changer d'idée dans ces discussions-là, là, tu sais, puis qui est ouvert à réellement écouter l'autre, faire « Ah, ben crime, j'avais pas vu ça de même. » Personne ne dit ça jamais, là, tu sais, dans ces genres de débats-là. C'est comme, bien temps, essaye de tester mon invincibilité C'est plus un combat de argumentative. boxe qu'une discussion ouverte. Là, tu sais. Exact. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une joute, quasiment juste une joute orale, Oratoire. une joute de perception publique, dans le fond. Là, tu sais. Ben, tu sais, le but, mettons, d'une période de questions,
tu sais, dans notre système politique est vraiment centralisé. Il n'y a presque pas de séparation des pouvoirs. D'un point de vue démocratique, c'est un très mauvais système politique, là, hérité du parlementarisme britannique, colonial, etc., etc. Fait que les oppositions, tu sais, mettons, pour influencer les projets de loi, là, tu déposes des amendements, mais tu es dans une commission sur laquelle le gouvernement est toujours majoritaire. Fait qu'à partir du moment où il y a une élection, là, aux 4 ans, ben là, tu sais qui c'est qui va gagner les votes puis qui va tout décider pendant 4 ans. Tu sais, il y a plein de votes, mais ils sont cannés d'avance parce que, tu sais, les gens, il y a une ligne de parti, ils ne changent pas d'idée. Fait que, on a très, très peu de pouvoir. Un des seuls pouvoirs qu'on a, c'est des pouvoirs de, par exemple, ou forcer par pression, puis en posant une question, forcer le gouvernement à révéler des affaires qu'il aurait voulu ne pas révéler. Tu sais? Puis là, ben, il est comme pogné, puis là, ben, il faut qu'il dise des choses. C'est comme, mettons, ça clique, mettons, tu sais... ou toutes sortes d'affaires dont il ne veut pas parler, ben nous, on a le pouvoir de poser des questions. Mais lui, il a le pouvoir de ne pas répondre. Ouais, c'est ça. Puis, mais sauf qu'à un moment donné, si c'est tellement important la question puis qu'il répond trop pas, ben là, les journalistes prennent le relais. Puis là, à un moment donné, à force de ne pas répondre aux questions, ça finit par paraître mal. Mais ça prend quand même du temps. Faut prend poser une couple de fois la question avant que ça paraisse mal. C'est ça. Là, tu sais, moi, des fois, je rêve qu'il y ait comme des arbitres à répondre aux questions. C'est ça, exact. Ces gens du monde, là, c'est comme genre carton jaune. Tu sais, après 2 cartons jaunes, c'est carton rouge, là, t'es out, ou ben genre, ça donne une question de plus à l'opposition parce que t'as trop pas Mais répondu. c'est pas un peu ça le rôle du président de... Oui et non, c'est-à-dire que lui, il arbitre comme pour la civilité, mais il peut pas juger de si quelqu'un a répondu ou pas à la question. Ouais. Il peut juste dire, il a répondu quelque chose, ça vous satisfait pas, c'est comme ça. Mais il peut pas dire, ouais, là, t'as pas vraiment répondu, François. Ouais. Il peut Ça pas faire ça. Quelqu'un de friendly qui fait juste comme là, on va parler comme des humains, là, puis un genre de médiateur de conversation. Là. Mais imaginons, mettons, des arbitres, là, des vrais arbitres, formés en logique argumentative, là, qui font comme là, objectivement. 3 philosophes avec une puis là, ils se chemise conservent blanche 2 et noire, secondes. Si les 3 font un carton jaune, ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas répondu. Puis si tu réponds trop pas, ben là, ça rajoute des questions à l'opposition, ce que le gouvernement veut pas. Fait que là, ça y ferait au moins une pression à répondre. Parce que dans la réalité, il n'y a aucune pression. Il n'y a aucun avantage à répondre aux questions. Le seul avantage, c'est que s'il a l'air vraiment trop fou à ne pas répondre, les journalistes vont peut-être faire un article là-dessus, puis peut-être que le monde va s'en rendre compte, mais c'est rare, là, tu sais. Son niveau de tolérance est élevé. Ouais, il faut vraiment avoir confiance en sa réponse pour comme prendre le risque de finalement de répondre plutôt que juste rien dire puis que ça on passe au Après suivant. ça, là, tu rentres dans la question de qui va élire les arbitres. Ouais, c'est Ça, c'est une bonne question. Ouais. Ben, il faut qu'ils soient en rotation, j'imagine. Un peu comme les jurys, là. Ouais. Tu sais, les jurys dans les procès. C'est des citoyens mais qui là, sont, en même temps, là, juste faut des qu'il y ait profs une de philo formation au pour hasard, analyser des profs de philo au hasard qui sont pognés. Écoute, ça pourrait être même pas du monde qui a une formation. Tu sais, dans le fond, pourquoi pas, tu sais, pour les jurys, là, c'est comme n'importe qui. Mais n'importe qui est capable de voir quand quelqu'un Jugé par répond ses pas à une pairs, question. Ouais, là. c'est ça, exact. Tu sais, c'est pas compliqué dans le fond. Là. Tu sais, t'es pas obligé de dire le nom du sophisme qui a été utilisé. Là. Juste dire, là, il a vraiment pas répondu. Ping. Ouais. Tu sais, c'est le peuple qui te juge, là. Linda de Labbé est capable de savoir que toi, t'as pas répondu. François, t'as pas répondu à la Puis question. ça serait donc, ben, le fun, imagine. Imagine, Ça tu sais, serait moi fou. je regarderais ça, tu sais, tu vois les 3 comme citoyens, que c'est à la rotation tout le temps, puis là, ils sont comme excités d'être là un peu, puis là, ils ont les cartons, puis là, ils font comme, ah, ils n'ont pas répondu, c'est vrai, il a répondu un petit peu, ah, ok, on s'entend pas, ok. Ah non, là, il a vraiment pas répondu. Carton rouge, une question de plus, dehors, la ministre, je sais pas trop. Ça me fait penser à la fameuse intervention, là, c'était dans un débat des chefs là, à l'époque de Couillard, là, tu sais, puis c'était des questions du public, puis là, tu avais la petite madame, la petite madame qui pose sa question sur je sais plus quel sujet, puis là, Couillard répond, tout le monde répond, puis là, t'as Jean-Patrice Roy qui fait genre, bon, ben, Madame Colette, est-ce que ça répond à votre question? Puis là, elle fait juste dire, pas tellement. Oui, ça c'est vrai. Pas vraiment, non. C'est devenu genre un hashtag, mais c'est pas comme, mais c'est- tellement, là. Dans le Couillard, il me semble que ça fait moins longtemps que ça. Il me semble que c'était Couillard. Pas vraiment, non. Mais tu sais, C'est pas tellement. Pas tellement. Puis là, pendant le full de temps, le monde mettait genre hashtag pas tellement à genre ça. Mais tu sais, oui, effectivement. Mais c'est c'était quand même un. Tu sais, c'est drôle, mais c'est quand même un symbole, justement, du genre de clash entre genre, je t'ai posé une question simple, tu m'as dit toutes sortes de mots, mais finalement, on est au même point qu'au départ. Là. Ça Tu sais, fait y a une rien minute de- tu réponds. Genre, ça Ouais. fait 1 minute, vous les 4, vous m'avez répondu pendant 1 minute Mais j'ai chaque. pas eu une réponse Il y a claire à ma personne question. qui m'a répondu à ma question. C'est la différence, c'est ça, c'est comme l'espèce de la classe politique puis le peuple, genre l'espèce de différence qu'on remarque puis qu'on ressent de plus en plus aussi. Là. Ouais. Comme l'impression de se faire
enculé, là, Ouais. tu sais, pour pas prendre les plus beaux mots, là, de pas avoir l'impression de se faire représenter pour vrai. Puis c'est comme de quoi qui grossit, on dirait, dans le sentiment. Ben oui, tu sais. Je sais pas si tu en fais parler un peu. Ben oui, mais les gens, tu sais, aussi, ils se désintéressent de ça, là. Ouais. De plus en plus de gens qui suivent pas l'actualité. Ouais. Puis, en plus, quand maintenant, il y a même plus, tu sais, avant, il y a une couple d'années, le monde suivait les articles sur Facebook Ouais. que le monde partageait sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Là, ça, c'est même plus possible. Ouais. Sur Ben, certains, ouais, c'est là, ça. mais. Puis là, tu dis, les gens sont de moins en moins informés. Ou il y en a qui s'informent différemment, mais c'est quand même une minorité du monde qui vont comme de façon proactive aller s'informer sur ces informations. Ouais. Fait que c'est super préoccupant. Tu sais, des fois, je me dis, OK, fait que dans le fond, tout ce qui se passe ici, c'est pour générer des articles que le monde lise de moins en moins. Ça ne nous fera pas prendre des bonnes décisions. Parce que, tu sais, l'information de qualité, disons, là, c'est un bien public. Là. C'est aussi important que l'air et l'eau. Que dans la le sens santé, nos que corps ouais. physiques vont toffer d'avoir de la mauvaise information, mais pas si longtemps. Si on a des mauvaises informations, on va prendre des mauvaises décisions collectives. Il y a Puis du nos monde- corps vont en souffrir aussi, comme l'eau et l'air. Là. Ouais, puis je veux dire, réellement, si on a des mauvaises informations, il y a du monde qui partage des informations dangereuses pour notre corps aussi. Là, Aussi, tu sais. ben oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, on l'a vu pendant la pandémie, tu sais, il y avait quand même pas mal de désinformation puis des affaires. Puis, tu sais, moi, je me dis même, tu sais, l'IA, là, c'est rendu que tu rentres une recherche sur Google, puis genre, c'est comme, voici la réponse de l'intelligence artificielle. Mais tu n'as aucune assurance. Faut pas que tu prennes ça pour du cash. Là. Tu sais, c'est pas parce que ça a été généré que c'est vrai. Puis là, si tu prends ça comme des conseils, il faut comme avoir un tel esprit critique. Tu sais, comme l'autre jour, ma fille a commencé à écouter des audiolivres, là, elle a 4 ans. Tu sais. Puis Ouais. là, elle écoutait de l'audiolivre de Harry Potter. J'ai trouvé un sur YouTube. Tu sais. Mais là, ça gosse, il y a des pubs dessus. Puis là, les pubs, là, tout à coup, genre, à toutes les 10 minutes, il pop une pub sur l'audiolivre de ma fille. Puis là, tu sais, je veux les passer. Puis elle dit, non, laisse-les les pubs, j'aime ça m'apprend comment vivre. Je fais comme, mon Dieu, Hank! wow, non, ça, c'est pas la vie. Tu sais, là, Ça, j'ai c'est comme pas fait. de l'information, ça, là. Mais le réflexe, Ouais. c'est de dire, c'est là, donc c'est vrai. Si ça m'est dit, et quand même, le monde n'est pas menteur, là, genre, tu sais, ils ont C'est pas vrai comme. que le F-150, c'est le plus gros c'est le plus gros camion de sa J'en catégorie. veux, hein? Peut-être, je sais pas, tu sais. Fait que tu fais, OK, c'est inquiétant. Faut avoir une bonne formation, un niveau d'éducation collectif général super élevé là, pour de plus en plus dans le monde. Déceler tout Ouais. ça. Là, Ouais. 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 On Ce qui est est pas comme le dans cas, en l'époque plus. post-vérité, là, on dirait. Là, justement, Ouais. là, que la vérité est plus centrale un peu dans notre conception du monde, là, tu sais, puis comment Ouais. qu'on l'expérience. Là. On dirait depuis peut-être Trump, là, puis depuis Ouais, justement aussi ces plateformes-là, le blocage des médias, maintenant l'intelligence artificielle aussi là, se trompe tout le temps. Puis, fait que, tu sais, c'est de plus Elle invente en- straight up des affaires. Ouais. C'est de plus en plus difficile de déceler le vrai du faux, tu sais. Puis c'est qui est capoté. Puis tu sais, quand tu parlais de donner des exemples de questions philosophiques en début d'épisode, tu disais justement quelle est l'importance de la vérité dans la société. Mais tu sais, quand tu étudies, je sais pas, Platon, ben c'est la chose la plus importante. Là, tu sais, Ouais, c'est sortir ça. de Ouais. la caverne, c'est la chose la plus importante. Puis Ouais. là, on est en train d'être dedans puis de Ouais. rentrer dedans solide, tu sais. Puis Ça montre que même à l'époque, c'est un enjeu, en fait. ouais. Ouais. Même bien avant les réseaux sociaux et Ouais. tout ça. Tu sais, il y avait comme du monde qui disait des choses pas vraies avec des intérêts malicieux, tu sais, ou des intérêts corporatifs ou des intérêts personnels. Puis là, les philosophes étaient là, attendez, là, il faut qu'on s'entende sur, tu sais, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies, Ouais. puis il faut distinguer le vrai du faux. La raison peut nous aider, puis philosophons, genre. Ouais. Fait que, est-ce que tu. J'imagine que ça s'est exacerbé avec les réseaux sociaux, mais les gens qui ne respectent pas la vérité pour des fins personnelles, ça existe depuis tout le temps. Là. Ah ben oui, Ouais. c'est clair. là, tu sais, C'est la pour, nature humaine. là. Ouais. Pour la renommée. Tu sais, les sophistes dans la Grèce antique, c'était... c'est ça, c'était beaucoup... Platon les décrivait comme des gens qui cherchaient la gloire. Là. Tu sais, la gloire, l'argent aussi. Tu sais, ils faisaient payer cher leurs leçons. Le gros cash, la gloire. Tu sais, c'est comme un peu... Il y en a aujourd'hui plein là-dedans du monde, je ne veux pas nommer des personnes en particulier, mais tu sais, qui vont dire des affaires, puis l'important, c'est plus la gloire et l'argent que la vérité. Ouais. là. Ouais. C'est drôle comment des milliers d'années plus tard, littéralement des milliers d'années Ouais. plus tard, c'est encore les mêmes enjeux. Tu sais. C'est Mais- encore le même.
je sais pas, la même racine dans l'humain qui nous amène là tu sais. Ben, tu sais, c'est que tu as des comportements qui sont récompensés. Tu sais, fait que les gens vont les faire. Pas tout le monde, mais il y a toujours du monde qui vont adopter des comportements qui sont récompensés. Là. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais tu sais aussi, tu parlais d'arbitre, mettons, à l'Assemblée nationale, mais tu sais, un genre, puis on en parlait tantôt ou hier, je sais plus trop, mais tu sais, un genre de fact-checking en temps réel. Là. Parce que tu sais... Il y a eu ça au dernier débat là, aux États-Unis. Là, il y avait du monde qui, en temps réel, disait « OK, là, ce que Trump vient de dire, c'est pas vrai. » Puis là, l'annonceur, elle le disait, puis ça l'énervait. Ben oui, mais je comprends. Mais c'est bon, là. Mais oui, c'est bon. Là, mais après ça, les républicains refusaient... Ils ont refusé l'autre débat sous prétexte qu'il allait avoir du fact-checking. Puis ils disaient, nous autres, on va pas au débat qu'il y a du fact-checking. C'est comme, c'est rendu quand même genre, parce de que dire ça, c'est leur modus operandi, c'est de mentir. Ouais. Ils vont pas s'enlever leurs meilleures armes. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que je me dis, ça réglerait tellement... On passerait tellement de moins de temps à comme s'obstiner pour avoir des différences sur des enjeux si on s'entendait au moins au départ sur ce qui est vrai, tu sais, sur ce qui est les faits. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a aussi des questions sur lesquelles on peut être en désaccord, même si on s'entend sur les faits, puis genre, après, c'est une question de valeur, de je sais pas, de comment tu penses qu'on devrait vivre notre vie ou non, tu sais. Mais il y a aussi des questions qui se répondent un peu par eux-mêmes quand que la vérité est là, tu sais. Mais là, si on s'entend même pas sur ce qui est vrai, on pourra jamais avoir une vraie discussion. Là, aujourd'hui, puis depuis, mettons, la pandémie au Québec, on le voit, il y a du monde qui reconnaissent pas les mêmes sources d'informations comme valides, tu sais. Il y a du monde qui vont dire tout ce qui est médias traditionnels, je reconnais pas ça comme valide. Puis inversement, mettons, moi, tu sais, tout ce qui est, je sais pas, il y a bien des affaires, là, tu sais, des chaînes YouTube que c'est bien rigoureux, là. Puis il y en a que c'est pas rigoureux. Puis moi, je fais comme je reconnais pas que lui, parce qu'il a dit ça, c'est vrai, tu sais. Je veux dire, il faudrait checker ça vient d'où la source, tu sais, puis tout ça. Ça se peut qu'il utilise des sources qui soient fiables, là, je croirais ça, mais je vais pas le prendre pour du cash. Ouais. Mais là, à partir du moment où deux personnes se parlent, où ils reconnaissent même pas la validité, les mêmes sources d'informations, ben c'est presque impossible, tu sais. C'est ça. C'est même plus une question de comment tu interprètes une même information, on n'a même pas les mêmes bases. C'est pour ça que moi, ce que je pense, c'est que il faut qu'on fasse quelque chose à propos de ça au Québec. Là. Ouais. Puis il y a du monde partout sur la planète qui réfléchissent à ces affaires-là. Pour les médias, ça? Ben oui, pour les médias. Puis parce que, tu sais, en ce moment, il y a comme une crise des médias, en fait. Ouais. Avec l'apparition des géants du web qui ont comme tout aspirer vers eux les budgets publicitaires de toutes les compagnies parce que c'est comme hey, check, nous autres, on va rejoindre bien plus ciblé ton consommateur. Fait que là, le monde, on comme hey, notre budget pub, on l'enlève des médias traditionnels, on le met là-dedans. Ben là, eux autres sont comme leur modèle d'affaires s'effondre. Puis là, le public a commencé à les soutenir, mais un petit peu. Mais, puis tu sais, le modèle d'affaires basé sur l'abonnement, ça pogne plus parce qu'il y a trop d'affaires gratuites. Fait qu'il y a comme une crise du modèle d'affaires. Moi, j'ai l'impression que, puis c'est pas juste moi, là, tu sais, de plus en plus le monde disent, il faut soutenir avec de l'argent public l'information et le journalisme. Mais là, ça mène à des questions éthiques. C'est ça. Parce que là, tu sais, faut que tu mettes des conditions avec ça. Ouais. Tu vas pas n'importe qui se dit journaliste. Il faudrait au Québec, peut-être, qu'on ait un vrai ordre professionnel des journalistes. Là, il y a un conseil de presse. Mais tu sais, tout le monde n'est pas obligé d'en faire partie. Genre, tous les médias québécois font pas partie du conseil de presse parce que tout ça. Fait que tu peux faire des plaintes contre des journalistes, mais après ça, le conseil de presse, ben, il n'y a pas tant de dents que ça. C'est une bonne affaire, le conseil de presse, mais tu sais, c'est très... Ça pourrait être plus. Puis ça pourrait être quelque chose qui fait comme, hey, mettons un journaliste qui ment, là. Ou qui, tu sais, il pourrait perdre son droit de pratique parce qu'il met, en quelque sorte, comme un ingénieur qui fait des mauvais calculs. Comme un médecin. Comme un médecin qui fait de la mauvaise médecine. Il met en danger... l'intérêt public. Puis, tu sais, si l'information est essentielle à la démocratie, bien, Christy, il faut qu'on agisse en conséquence. Mais là, tu sais, les médias, il faut pas non plus que, tu sais, si c'est des médias, mettons, privés, qui appartiennent à des compagnies qui ont des intérêts corporatifs, comment empêcher que, tu sais, de l'argent public aille financer l'organe de presse qui défend des intérêts politiques, socio-économiques, d'intérêts privés? C'est difficile aussi, tu sais. Ouais. Fait qu'est-ce qu'il doit y avoir des conditions par rapport au caractère à but non lucratif des médias, tu sais, puis là, il ne faut pas non plus que ça soit comme une affaire à but non lucratif qui appartient à quelque chose à but lucratif. Puis que là, tu sais, fait qu'il faut comme penser à toutes ces affaires-là, mais ça se fait, tu sais. Il faut avoir le courage de dire là,
y a une révolution à faire dans la question du soutien à l'information publique. Est-ce qu'il y a des endroits au monde où est-ce que ça c'est en train de se faire? Beaucoup de monde y pense, mais un modèle comme je viens de l'esquisser là, je le sais pas. Mais ce serait une belle recherche à faire cette année. Ouais. Je vais regarder ça. Parce que... Mais c'est ça, tu sais, il va toujours avoir la frange de la population qui dit, puis en plus, là, si c'est, mettons, financé par le gouvernement, tu sais, si c'est, mettons, t'as le budget santé, le budget éducation, puis le budget média, mettons, parce qu'on considère que c'est essentiel à la société, mais tu sais, tout avoir une frange de la population. Puis il y en a eu qui vont dire... ben, si j'ai pas confiance en le gouvernement, comment je peux avoir confiance en cet organe-là? Puis il y en a eu des exemples dans l'histoire là, où est-ce que le gouvernement média était comme ça, mais que c'est de la propagande. Là, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, et c'est ça. Donc, ben, c'est pour ça l'Ordre professionnel des journalistes. Ça assurerait, ça pourrait aller dire aux gens qui ont perdu confiance envers les médias traditionnels, il y a un garde-fou. S'ils disent des choses pas vraies, quelqu'un d'indépendant va leur taper sur les doigts pour de vrai, comme le font tous les autres professionnels. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'il y aurait toujours du monde qui resterait comme là, il y a du monde qui ne croit pas en la médecine occidentale. Bon, ben OK, mais c'est quand même assez... la plupart du monde font comme... J'ai confiance en les médecins. Il y a un système en place pour être sûr qu'ils ne nous disent pas des affaires qui sont pas vraies puis qu'ils prennent soin de nous selon les critères, disons, les plus rigoureux et les plus avancés de la médecine moderne. Donc, il pourrait y avoir la même chose pour le journalisme. Puis il faudrait assurer l'indépendance des organes de presse, puis tout ça, tu sais, puis même au niveau de, tu sais, même les sociétés d'État, tu sais. Mais comment est-ce qu'on pourrait rassurer du monde sur l'indépendance des lignes éditoriales des sociétés d'État en information? Parce qu'elles sont importantes, là. Ouais. Ce qui est important de ces sociétés d'État-là, c'est surtout que ce sont... ben, tu sais, elles ont à cœur l'intérêt public. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont produites, qui sont vraiment intéressantes, qui ne sont pas nécessairement rentables, donc qu'une compagnie privée ne ferait jamais, mais qui sont importantes pour l'intérêt public et l'information. Fait que, voilà. Ouais. Mais écoute, il n'y a pas de défi trop grand pour ce qu'on est capable de faire. Non, c'est ça. On y réfléchit, il y a des solutions, puis on va y arriver. C'est une question de temps. Mais souvent, là, mettons, tu me parles d'un projet comme ça, puis c'est comme, ouais, bonne idée, genre, ça fait du sens, mais on dirait qu'on a de la misère au Québec, puis peut-être ailleurs dans le monde, je sais pas, j'habite pas ailleurs dans le monde, mais on a de la misère à mettre sur pied une petite affaire sans que ça prenne des dizaines d'années, sans que ça coûte... ça clique, là. C'est le meilleur exemple. Ça clique, c'est comme un microcosme, un macrocosme, même si c'est, en tout cas, je veux dire micro, même si c'est énorme, là. Mais c'est un microcosme de, comme on dirait, l'impuissance qu'on a de faire. C'est super idée. Je vois pas comment on se rend là parce que je suis plus capable de rêver à des idées grandes comme ça parce que chaque fois qu'on essaie de faire une petite affaire, ça prend des années, ça coûte des milliards, puis ça se fait jamais. Oui. Ben, c'est aussi, ça clique, c'est le résultat de politiques sur des décennies dans lesquelles on a définancé les services publics, puis on a perdu l'expertise au gouvernement du Québec de faire des choses par nous-mêmes. Tu sais, le fait qu'on est toujours en train de faire affaire à des firmes externes d'ingénieurs pour nous dire c'est quoi nos besoins, puis après ça, ben, c'est eux qui répondent à nos besoins. Ça entraîne des conflits d'intérêts, des affaires pas de bon sens. Si on était capable de payer nous-mêmes nos ingénieurs en informatique, mais aussi en toutes sortes d'autres affaires, de façon compétitive, on serait capable de développer, garder, conserver une expertise indépendante dont le seul intérêt est l'intérêt du Québec. Et là, c'est pour ça que... Mais ça, tu sais, ça fait 25 ans qu'on se fait dire, genre, on n'a plus les moyens d'avoir un État. Il faut qu'on coupe dans l'État. Mais c'est ça que ça donne. Couper dans l'État, ça coûte pas moins cher. Ça coûte cher. Ça coûte ça sur le long terme, Puis ça coûte des affaires de, tu sais, je veux dire, les projets d'infrastructure qui explosent, puis tout ça, tu sais, il y a des mécanismes qui créent ces affaires-là. Puis on est comme à une époque aussi où, tu sais, la rhétorique du toujours moins d'État, faut qu'on coupe, c'est une rhétorique, mettons, de droite, centre-droit, etc. Puis ça s'accompagne de façon générale avec un nivellement par le bas de notre confiance en soi collective, puis un nivellement par le bas de ce qu'on considère comme étant possible. Tu sais, l'argument pour dire qu'il faut couper dans l'État, c'est que c'est pas possible de faire autrement. On peut pas se payer ça. Tu sais, au lieu de dire hey, comment qu'on pourrait se payer un bon système de santé, comment est-ce qu'on pourrait se payer un bon système d'éducation égalitaire pour tous,
qui formeraient genre comme les élèves les plus épanouis puis motivés de la planète, tu sais, ben ça prend de l'argent, puis là, ben il faut qu'on aille chercher ça dans les poches des milliardaires, des compagnies, des banques, etc. Puis là, c'est comme, ah non, ça, c'est pas possible. Voyons, tu peux pas faire ça. Ils vont partir. Ben oui, les banques vont partir. Ben oui, les minières vont prendre l'or de Malartic, l'amener quelque part ailleurs. Puis non, tu sais, ils vont tout laisser les ressources là, ils vont dire, finalement, on les veut pas, on est trop taxés. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, une des choses qui fait que dans le Québec, on a une économie si diversifiée aussi à haute valeur ajoutée, c'est le fait qu'on a des cerveaux. Tu sais, je veux dire, c'est comme on a investi dans une éducation publique qui fait qu'il y a plein de monde super formé. Puis, ils sont ici. Ils sont pas, tu sais, au Kentucky. Là. Il y en a peut-être au Kentucky aussi, mais ils sont pas ailleurs. Fait que il faut qu'on ait confiance en ce qu'on a, ce qu'on vaut. Tu sais, on s'est comme fait... Mais ça, c'est comme... C'est juste, ça découle de notre histoire coloniale, tu sais, comme penser... On s'est fait dire qu'on n'était pas capable de le faire. Là. C'est ça, tu sais, puis qu'on avait besoin d'une grosse compagnie venue d'ailleurs pour orchestrer l'exploitation du territoire puis en récolter les fruits pendant que nous autres, on a une coupe de bonnes jobs. Tu sais, c'est toujours ça l'argument du gouvernement en plus, là, comme « Hey, on va faire ça, ça va être plein de bonnes jobs. » Mais moi, je voudrais avoir plein de bonnes jobs puis plein de capital, tu sais, comme pour qu'on puisse réinvestir dans le public puis qu'on ait une société qui est capable de rêver. T'sais, moi, je pense qu'on est... mais ça, c'est un cycle qui tire à sa fin, là. Je l'espère, là. C'est mon souhait, là. On dit, hey, là, écoutez, il faut qu'on arrête d'arrêter de rêver. Faut qu'on arrête de niveler par le bas l'espoir, puis ce qui est possible, les limites du possible. T'sais, je veux dire, tout ce qu'on a fait de grand au Québec, on l'a fait parce qu'on s'est dit... Tu sais, ça, c'est comme un projet incroyable, juste la nationalisation de l'hydroélectricité, mettons, là. Puis, tu sais, il y a des choses dans la façon dont ça s'est fait faire avec, mettons, nos relations avec les Premières Nations qui ont été vraiment pas exemplaires, desquelles il faut qu'on apprenne. Mais dans l'idée de dire, hey, on pourrait faire ça, aujourd'hui, quelqu'un arrive avec ça, puis c'est comme, il se fait traiter de fou. Ouais. Pourtant, on a déjà fait ça, puis aujourd'hui, tout le monde est comme un peu fier de ça, là. Ouais. En se disant, bon mot, tu sais, on est parmi ceux au monde qui payons notre électricité, la moins chère. À cause de ça, à cause que c'est pas privé. Ouais. J'en avais déjà parlé, puis je pense que j'en avais parlé aussi quand il était venu sur le podcast. Mais un de mes clips préférés de la dernière année, c'était Bruno Marchand à Radio-Canada qui disait qu'on avait perdu l'ambition là, au Québec, puis que c'était comme systémique, là, qu'on avait perdu cette idée-là de vouloir faire des grandes affaires, puis de, comme tu dis, là, de vouloir arrêter de pas rêver. Là. Ouais. Ça, je pense que c'est capital parce que ça contribue aussi à... tu sais, souvent dans une crise, on se remet ensemble. Là, tu sais, à la COVID, là, évidemment, plus tard dans la COVID, il y a eu de la division assez claire pour surtout la raison du vaccin. Mais au début de la COVID, là, c'était comme tous ensemble contre la COVID. Là, quand que Trump a mis les tarifs, c'est comme, OK, tous ensemble dans une économie locale. Puis souvent, devant un ennemi, on se met ensemble. Mais une autre façon de se mettre ensemble, plus par la positive, c'est par un projet de société, puis par un rêve commun, tu sais. Puis étant donné que là, on n'en a juste pas. On n'a juste pas de rêve commun, pas de projet d'envergure, pas de grosses affaires qui peut nous amener tous ensemble. Ben c'est dur de se sentir dans la même équipe parce qu'on n'a pas de but dans lequel tirer. Fait qu'on dirait qu'on est juste dans l'inaction, puis dans pas d'objectif clair, de projet d'une société collectivement, tu sais. Ça mine le sentiment d'appartenance aussi à la nation québécoise, puis tu sais, à nous comme collectivité. Ouais. Puis c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, le rêve, parce que le rêve est souvent dévalorisé, hein. Ah, les rêveurs, tu sais. C'est vu comme une affaire, genre les rêveurs. Les fameux pelleteux de nuages. Tu sais, comme... Puis là, en même temps, tu te dis, tu sais, faut qu'on revoie c'est quoi le rêve. Récemment, là, dans Limoilou, il y a un gars qui a une couple d'années, Mathieu Caron. Il a eu une idée folle. Lui, c'est comme un entrepreneur en construction. Puis là, il s'est comme dit, la qualité de l'air n'a pas de bon sens. Je veux passer à l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Plantons des arbres, en milieu urbain. Fait que là, il a parti comme une entreprise d'économie sociale pour planter des arbres, mais là, dans le but d'éventuellement arriver avec une fiducie d'utilité sociale pour réserver des terrains pour des arbres. Puis au début, là, quand il est arrivé avec cette idée-là, c'était un rêve. Dans le sens, c'était comme, hey, ben là, comment, tu sais pas comment, explique-moi comment tu vas arriver à là. Et écoute, je le sais pas, mais une étape à la fois, on va voir, puis je pense que ça se peut, tu sais. Mais c'est ça, rêver. C'est de dire, tu te lances dans une démarche de quelque chose dont tu as besoin,
Puis tu sais pas d'avance toutes les étapes puis comment tout doit fonctionner, mais tu dis, gars, j'y vais, puis à chaque étape, on réévalue, puis on va découvrir en chemin c'est quoi le chemin, puis on va y arriver. Puis toutes les grandes choses qui se sont passées dans l'histoire des peuples et de l'humanité ont été faites par des rêveurs, des gens qui se sont mis en marche sans tout savoir le détail de où c'est que ça allait s'en aller, mais en se disant, j'ai l'intuition, je le sens, puis tu sais, peut-être que les choses sont pas réalisées exactement comme ça, mais ça a fait avancer, puis ça a fait des choses que les gens ont faites. Comment ils ont fait, tu sais, comme ça semblait impossible. Ils ont repoussé la limite du possible parce qu'ils se sont tout simplement dit, on avance. Ouais. Puis tu sais, l'alternative aussi, on l'a essayé, là, dans le sens puis on est dans ce moment, tu sais, d'élire un parti qui se dit, ben, tu sais, nous autres, les grands projets de société, à part un pont, mettons, on met ça, on met ça sur la glace, on regarde pas trop loin en avant, on gère bien les finances, on est un parti gestionnaire. Puis là, finalement, ben là, tout le monde est un peu cynique, justement, parce qu'il n'y a pas de direction, pas de grand projet. Puis en plus, ben là, tu as la désillusion de j'avais élu ces gens-là pour qu'ils gèrent comme du monde, puis là, c'est même pas ça qui se passe. En plus de ne pas avoir de rêve, j'ai même pas mon portefeuille, il est même pas bien géré. Là, fait que c'est ça aussi qui rend cynique, c'est comme. Tu sais, moi, genre, je me considère à gauche, là, puis je suis comme pour comme qu'on ait des mesures sociales, puis que. Mais quand tu vois. Puis, tu sais, en même temps, de l'autre côté, je suis entrepreneur, tu sais, puis genre, on a ça ici, puis, tu sais, quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix de gérer tes affaires tête, puis de comme. Puis là, c'est comme si le tiraillement entre mon idéalisme de comme. Tout le monde, faut que tout le monde ait les chances égales, faut aider son prochain, faut que, tu sais, moi, si je fais de l'argent, ça va me faire plaisir d'en donner. Mais, plaisir d'en donner, quand tu sens qu'il est gaspillé, ça fait chier. Ben oui, mais ça mine la confiance, là. Exact. C'est clair. Mais tu sais, c'est drôle parce que pour moi, pour réussir à avoir une société de gauche, ça prend des entrepreneurs. Tu sais, comme des entrepreneurs. Puisque l'entrepreneuriat, moi, mettons, je me considère un peu comme un entrepreneur, là, dans le sens que la politique, c'est l'entrepreneuriat. Tu sais, tu pars avec un projet, c'est comme, OK, on va atteindre tel objectif. Là-dedans, il y a de la com, il y a de la gestion, il y a des ressources humaines, il y a, tu sais, il y a comme des planifications stratégiques, il y a comme des achats, il y a des, tu sais, il y a comme, c'est une forme. Puis c'est ça, puis ça prend ça, tu sais. Faut pas... puis on n'y arrivera pas, là. Faire un pays sans sens de l'entrepreneuriat collectif, tu sais, puis de dire, ouais, on fait des choses, tu sais. Puis je voyais mon ami Émilise Le Sartérien, là, tu sais, qui là... c'est parti dans l'entrepreneuriat, là, avec sa ferme. Comment réaliser le projet de société que j'ai, mais à mon échelle ici, au Témiscamingue, puis avec un réseau de marchés puis de producteurs locaux. Fait que c'est super trippant. On a une prise sur le monde, des fois plus grande même comme à notre petite échelle que comme quand on vote une fois aux 4 ans. Là. Cela dit, c'est important de voter aux 4 ans, OK? Parce que là, c'est comme un écosystème. Tu sais, pour moi, mettons, le travail que je fais de parlementaire, là, il est nécessaire et insuffisant. Ouais. Ça ne changera pas juste par le Parlement. Ça ne changera pas non plus juste par la rue ou juste par l'entrepreneuriat ou juste par une affaire. C'est un écosystème. Faut qu'il y ait du monde qui ait un but commun puis qui soit sur tous les fronts en même temps pour être capable d'avoir cette espèce de cohésion-là puis entraîner un changement. Parce que s'il manque un des fronts, là, ça va bloquer tout le reste. Tu sais, si tu as comme juste des parlementaires de gauche, mais il n'y a personne dans la société qui se bouge pour rien, ça ne marchera pas. Si tu as l'inverse, mais que tous les parlementaires sont de droite parce que tu n'as pas daigné en faire élire des de gauche, tu vas avoir des lois vraiment terribles. Donc, c'est un écosystème, tu sais. Puis là, c'est ça. C'est un écosystème qui, là, il est à recrinquer, là. C'est ça, exact. Il est à recrinquer. Moi, j'ai... dernières élections en 2022, avant ça en 2018. C'est ça, je me trompe pas? Ouais. 2018, moi, j'ai voté pour Québec solidaire. Yeah. 2022, j'ai voté pour le Parti québécois. Ouais. Puis là, moi, ma priorité à moi, en ce moment, c'est l'indépendance du Québec. Moi aussi. C'est ça ma priorité parmi toutes les priorités. Ouais. Parce que je pense qu'une fois que ça, c'est fait, le reste va aller beaucoup mieux. Ouais. Une fois qu'on va pouvoir se parler entre nous, qu'on va tout contrôler ce qu'on peut contrôler. Ceci étant dit,
pourquoi est-ce que j'ai passé de Québec solidaire au Parti québécois dans ces 4 années-là? Ouais. C'est pas parce que je me suis tassé à droite, parce que peut-être un petit peu, mais je suis encore probablement plus proche de Québec solidaire que du Parti québécois, surtout sur toutes les questions. Aussi, les deux partis sur bien des enjeux sont vraiment proches, là, à part Ouais. peut-être les questions identitaires. Ben, c'est ça, migration. probablement que sur la question. C'était plus vrai en 2022. Là, Ouais. Mais probablement que je suis plus proche de Québec solidaire sur les idées, surtout sur la façon de traiter de la question de l'immigration. Mais en tout cas, la seule raison, c'était que je trouvais que Québec solidaire avait perdu son sérieux dans l'approche de vouloir gouverner. Tu sais, on en avait parlé un petit peu avec Gabriel Nadeau-Dubois. C'est qu'en 2018, il y avait comme un vent. On se dit, OK, là, ça va être un parti sérieux. Vous êtes rentré à plusieurs députés à cette élection-là. Ouais. 10 en 2018. Ouais, c'est ça. 12 en 2022. Puis on dirait que ça s'était 11. un petit peu, je sais pas, un petit peu effrité. Puis on dirait que je comprenais mal. On dirait que j'avais pas l'impression de me ranger derrière un groupe uni, soudé, qui allait dans une direction. En 2022, ça. Ouais, Je en comprends, 2022. je comprends. Puis comment est-ce qu'on ramène Québec solidaire? C'est quoi la vision pour Québec solidaire? Comment est-ce qu'on ramène ça comme étant pour aller rechercher ces gens-là comme moi, en fait, qui se sont dit, OK, là, moi, je veux un parti qui va gouverner. Ouais. Fait que je vais voter pour le parti qui a une chance de gouverner, qui est le plus proche de moi, mettons. Ouais. Ben ça, tu sais, le parti qui a le plus de chances de gouverner, c'est souvent déterminé par comme les sondages, puis on a peu de prise là-dessus. Ouais. Fait que ce qu'il faut faire, tu sais, l'approche, c'est de dire, évidemment qu'à partir du moment où on est comme en tête dans les sondages, ben là, le parti qui a le plus de chances de gouverner, se fait tout seul. Mais ce qu'on fait pour donner aux gens envie de voter pour nous, c'est, je pense, d'être comme afficher une cohérence puis une assumation dans nos valeurs. Puis j'ai l'impression que des fois, tu sais, on a comme peut-être, je sais pas, on a semblé manquer de cohésion, puis tu sais, peut-être manquer d'assumation. Que ce soit vrai ou pas, là, tu sais, je pense qu'il y a eu cette perception-là. Puis je pense qu'il faut revenir, OK, on est nous autres, on s'assume. Puis sur la question de l'indépendance, là, moi, tu sais, je me suis embarqué dans la politique pour réaliser l'indépendance, contribuer à ça le plus possible. Puis moi, en ce moment, ce que je vois, c'est que la position du Parti québécois sur les enjeux d'immigration et d'inclusion, elle est en train de compromettre les chances de réussite du camp du oui. Parce que manifestement, les politiques actuelles de dire s'il y a une crise de logement, c'est entre autres à cause des immigrants. S'il y a des problèmes, des pressions sur les services publics, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Puis là, les demandeurs d'asile, puis tout ça. Ce discours-là, manifestement, il fonctionne pour avoir 37 %. Puis à 37 %, lorsque et seulement lorsque il y a plein de partis qui sont autour de 10 %, ça divise quand même le vote. Le vote est divisé plus que jamais. Là, tu peux avoir le gouvernement très majoritaire avec 37 %. La CAQ l'a montré, mais c'est parce qu'il y a le PCQ qui est devenu fort. C'est parce que la CAQ est un peu là. Il y a trois partis fédéralistes. Là, c'est quand même d'importance, quand même notable comme changement par rapport à il y a 20 ans. Donc là, ils peuvent prendre le pouvoir, mais pour gagner le camp du oui, il faut que tu ailles à 50 % plus. Puis pour moi, gagner le camp du oui, là, il faut que tu fasses sentir à tout le monde qui sont dans le Québec, qui sont québécoises, québécois, que c'est pas de leur faute s'il y a une crise du logement, que parce que la vraie cause de la crise du logement, là, c'est les gouvernements précédents. Là. C'est d'avoir laissé aller la spéculation en fou, c'est avoir sous-investi en logement social, c'est avoir laissé en place des règles qui permettaient des augmentations abusives, tu sais. Puis il y a plein de monde qui n'en ont pas profité, des propriétaires full sympathiques, ils louent des 5,5 dans Limoilou à 900$. Mais il y en a qui ont saisi les opportunités, tu sais, puis que là, ça fait que le monde est à la gorge. Puis ça, c'est pas de la faute des immigrants. Fait que, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais sans que ce soit la faute, ça peut réduire les seuils d'immigration. C'est une solution assez rapide à cette crise-là qu'on a besoin de régler. Là. Mais ça, c'est même pas vrai. Parce que je sais que c'est un discours qui est lancé puis c'est présenté comme quelque chose de vrai. Mais je donne un exemple. Tu sais, la majorité des immigrants s'installent à Montréal. Ouais. La majorité de la crise du logement n'est pas à Montréal. La crise du logement est partout. À Rouen, là, à Gaspé, il n'y a pas beaucoup d'immigrants là, en proportion de la population. Puis à Rouen, en ce moment, tu as un des taux d'inoccupation les plus faibles au Québec. Puis
avec les restrictions sur les restrictions en immigration de la CAQ, ce qu'ils vivent comme enjeu, eux autres, c'est pas qu'il y a trop d'immigrants, c'est qu'il n'y en a pas assez, puis que ceux qui sont là, puis qui étaient temporaires, ben, ils pourront plus renouveler leur permis de travail, puis ça va créer des bris de service dans les CPE, comme dans les services publics, dans la santé, puis dans l'éducation. Fait que c'est pas vrai de dire c'est la faute des immigrants puis c'est une solution de réduire le nombre d'immigrants pour la crise du logement. C'est non seulement c'est pas vrai, mais ça va causer du tort. Puis en plus, ça réglera pas la crise du logement. Mais au-delà de cette question-là, moi, la question, c'est pour gagner le camp du oui, il faut que tout le monde se sente inclus. Puis même, tu dirais, ouais, mais là, les immigrants, s'ils sont temporaires, ils votent pas. Oui, mais c'est pas. Ils ont des familles, puis il y a des immigrants qui sont devenus citoyens, puis il y a du monde, des Québécois qui, même s'ils sont nés citoyens, ils voudront pas embarquer dans une campagne qui se fait sur le dos de l'immigration. Tu sais, ça va être un gros non, puis on va braquer, on va perdre du monde à cause de ça. Fait que moi, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est que le Parti québécois est en train de compromettre les chances de réussite du camp du oui. Et moi, je trouve que ça, c'est grave. Puis je pense que pour que le camp du oui réussisse, il doit y avoir une approche inclusive de l'identité, de l'immigration. Puis c'est pour ça que je milite à Québec solidaire. Ouais. Et c'est autour de ça que je veux qu'on rassemble le mouvement indépendantiste. Mm-hmm. S'il y a un Parti québécois qui est élu au pouvoir, exemple, puis qui déclenche un référendum, est-ce que les souverainistes de QS et les souverainistes du PQ vont être capables de s'allier pour cette cause-là ou les différents sont trop irréconciliables pour faire campagne main dans la main, mettons? Bien, si la question, c'est le Québec doit-il être un pays indépendant, tout le monde va s'entendre là-dessus. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, moi, je veux qu'on entre dans ce camp du oui-là avec nos valeurs, pas en les laissant à la porte, pas en laissant le PQ faire une campagne sur le dos de l'immigration. Tu sais, c'est juste que c'est pas une affaire de je veux-tu, je veux-tu pas. Ça marchera pas. Tu sais, il y a comme une grande partie de la gauche que nous devons gagner à la question de l'indépendance qui va juste se braquer par rapport à ça, tu sais. Ouais. Puis il y a du monde qui sont souverainistes aujourd'hui puis qui voteraient non si c'était le PQ avec cette attitude-là. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement grave, tu sais. Juste une affaire, tu sais, c'est que l'affaire qui divise le plus le mouvement souverainiste, c'est les enjeux d'identité et d'immigration. Ouais. Puis là, le chef du PQ, il va taper là-dedans, cliver en fou là-dedans. Est-ce que quelqu'un qui veut rassembler le mouvement souverainiste fait ça? La réponse est non. T'sais, il se comporte comme quelqu'un qui veut prendre le pouvoir à 37% parce qu'il peut se le permettre, parce que les fédéralistes sont très divisés en plusieurs partis, mais il ne se comporte pas comme quelqu'un qui veut rassembler le mouvement Je indépendant. pense pas que c'est sa volonté. Je pense que sa volonté... Je sais pas sa volonté, pour vrai, je peux pas porter de jugement sur sa volonté, mais je dis ce qu'il fait, c'est pas ça. Ouais. Mais tu sais, l'argument pourrait aussi être utilisé dans l'autre sens, de dire on pourrait perdre aussi les souverainistes plus à droite si on dit on fait seulement un pays s'il y a telle condition qui sont plus de gauche, tu sais. Ça va un peu dans les deux sens. Ben, le fait d'avoir droite-gauche sur les enjeux d'identité, tu sais, je pense que je comprends, mais je pense qu'ils vont se rallier, là. Tu sais, faire de l'immigration une espèce d'enjeu électoral comme ça, ça entraîne des conséquences. Tu sais, ça crée de la xénophobie là où il n'y en avait pas. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas bon, tu sais. Ça va pas aider le camp du oui. Donc c'est ça, tu sais. Après ça, c'est que le référendum, tu sais, la question, c'est voulez-vous que le Québec soit un pays indépendant? Ouais. C'est pas genre voulez-vous aussi ça, telle affaire, non. C'est une question unique. Fait que les gens, j'espère qu'ils vont voter oui, tu sais. Mais si on s'entend là-dessus, à mon sens, c'est parfait, mais l'impression, ou du moins, je pense que peut-être à un certain moment, la ligne de com de QS était plus... On va faire un pays si c'est un pays de gauche, tu sais, versus le PQ qui était on va faire un pays puis on va checker après. Ouais. Ça, c'est un peu une caricature de nos adversaires, c'est-à-dire que, tu sais, on a été dépeints par nos adversaires comme des souverainistes conditionnels, tu sais. Ouais. Bon. Mais c'est pas vrai, tu sais. Nous, c'est qu'on dit on veut l'indépendance plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois, là, tu sais. Puis c'est pas... c'est comme on propose quelque chose de concret en plus. Tu sais, pour moi, la souveraineté à Québec solidaire, c'est la souveraineté jusqu'au bout. Tu sais, le Parti québécois, il parle de l'indépendance du Québec. Tu sais, il veut ramener les pouvoirs d'Ottawa à Québec. Ben nous, on veut les ramener à Québec, puis après ça, les redescendre entre les mains des peuples.
sais, on veut que la souveraineté soit pas juste celle de l'État, soit la souveraineté de celle de l'État et aussi celle des peuples du Québec, donc le peuple québécois, puis les peuples autochtones aussi. Il faut avoir cette pensée-là. Tu sais, quand on veut la liberté pour soi, ben, par cohérence, il faut la vouloir pour les autres aussi. Ouais. Ouais, ben écoute, ça, probablement que une fois qu'on va être rendu un pays, une fois qu'on va être rendu un pays, ben là, le débat va continuer. Le débat va continuer à ces sujets-là, tu sais. C'est sûr, on réglera pas tout en 3 ans, en 2 ans, 3 ans. Les débats au Québec vont continuer. La question de l'indépendance, c'est va-t-on, c'est qu'on a besoin de ces moyens-là pour après ça s'épanouir, se développer, arrêter d'être complice de la destruction de la planète en finançant les sables bitumineux, se donner le pouvoir de refuser les pipelines que le Canada va vouloir nous passer dessus pour exporter son pétrole. C'est quelque chose qui, ça, là, juste se donner le pouvoir de bloquer d'éventuels pipelines de l'Ouest, là, c'est probablement la contribution que les Québécoises et Québécois et les peuples autochtones peuvent faire qui est la plus significative à l'échelle de la lutte contre les changements climatiques au niveau mondial. Parce que, tu sais, il y avait James Hansen, ce climatologue de la NASA, qui avait dit si on exploite plus de 15 des sables bitumineux de l'Ouest canadien, c'est game over pour la lutte au changement climatique. Il y en a tellement, tu sais, ces sables bitumineux-là, il y a le tiers des réserves mondiales de pétrole. Elle ne peut pas être extraite en totalité parce qu'elle est dans le sable. Fait que c'est pas le tiers des réserves nettes, mettons, en potentiel, mais c'est une immense quantité. Puis juste si on exploite 15 c'est fini. Genre, il va y avoir trop de CO2 puis c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Fait que comme c'est notre devoir, là, genre, de mettre un bâton dans cette roue-là. Là. Ben, c'est les générations futures qui en dépendent. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est pas nous autres qui décidons. C'est ça. Puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les conséquences de l'indépendance, l'indépendance, elle est nécessaire, mais pas suffisante pour sauver la planète. Là. On se comprend. Les arguments sur la base de « oui, mais là, si on fait l'indépendance, telle affaire ne sera pas réglée », c'est comme « ben oui, c'est sûr ». Mais c'est nécessaire pareil, puis c'est un pas de géant dans une bonne direction. Puis ça va avoir des impacts sur le Canada, que le Québec devienne un pays indépendant. Il y a des mouvements indépendantistes aussi ailleurs. Des gens qui veulent plus de souveraineté, des régions qui ne se sentent pas représentées par ce pouvoir hyper centralisé, qui essaie de concilier des intérêts inconciliables dans le grand Canada colonial. Fait qu'il y a peut-être, là, peut-être qu'il va y avoir d'autres États qui vont faire leur indépendance puis qui vont se trouver des formes d'alliance, peut-être une confédération, je ne sais trop. Clairement, le Québec indépendant, mettons, avec ses voisins, l'Ontario, puis tout ça, Nouveau-Brunswick, on va faire des traités de libre circulation de la main-d'œuvre, des marchandises, on va reconnaître réciproquement les diplômes universitaires, on va peut-être avoir même des programmes d'échange universitaire pour que le monde apprenne le français puis l'anglais. Pourquoi pas, comme il y en a dans les pays d'Europe, là, qui sont tous des pays indépendants, mais qui font beaucoup d'accords entre eux. Fait que la dynamique, elle va être celle-là. La différence, c'est que quand ça ne fera pas notre affaire, on va pouvoir dire non. Exact, c'est ça. Ça, c'est la plus grosse différence. Là. C'est ça. Puis quand ça va faire notre affaire à tout le monde, on va dire oui. Exact. Exact. Ce qui va faire la même chose que maintenant. Et voilà. Puis tu sais, tantôt, quand PH il disait que ta priorité numéro 1, c'est la souveraineté, puis tu as dit moi aussi. Puis tu sais, je me souviens justement, en fait, le début de ton engagement politique, c'était avec Option Nationale, avec Jean-Martin Hassan, puis je me souviens même justement dans les corridors de l'école que déjà tu étais souverainiste convaincu. As-tu l'impression que depuis toutes ces années, les conditions propices à la souveraineté sont meilleures que jamais en ce moment? 100%. Moi, quand j'ai commencé à m'engager, mettons, le PQ disait on va faire l'indépendance si nécessaire. Non, pas. Il disait on va faire l'indépendance au moment jugé opportun par le gouvernement. Fait que c'est comme peut-être que oui, peut-être que non. Québec solidaire disait on va faire un référendum sur une constitution élaborée par une assemblée constituante, mais on laissera libre l'Assemblée constituante de décider si c'est une constitution de pays ou pas. Fait que c'était comme genre, puis on va les influencer, puis ça va sûrement marcher, mais il y avait comme... un flou, là. Il y avait du jeu, là. Ouais. Aujourd'hui, tous les partis souverainistes au Québec disent si vous votez pour nous puis qu'on forme le gouvernement, on fait une démarche d'accès à l'indépendance. Ça, c'est extraordinaire. C'est une avancée. Je pense qu'il y a eu une assumation croissante, une décomplexion qui s'est faite d'être indépendantiste au Québec dans les dernières années, et je suis vraiment content de ça, là. Ça, c'est la base. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de pays. Ouais, exact. Exact. Puis, tu sais, on peut faire des reproches à Paul Saint-Pierre Plamondon. Une affaire qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir manqué de clarté par rapport à cette idée-là. Là. 100%. Puis ça, c'est quand même rafraîchissant. Oui, tout à fait. Tu sais, puis c'est aussi pas juste comme lui-même, mais juste dans les
les partiels, ses candidats, comme oui, c'est ça le plan, on va le faire, c'est ça le plan, on va le faire. Chaque fois même que les médias lancent une question pour essayer de le détourner, c'est comme, ouais, vous êtes sûr, même si la popularité du non est plus grande, c'est comme, on va le faire. C'est au moins une idée qui est facile à suivre. Ouais. Parce que c'est comme, oui, dans le fond, c'est ça l'idée, c'est ça depuis le début, c'est encore ça maintenant. Reste à voir si ça va rester ça jusqu'à la fin, j'ose l'espérer, mais au moins cette espèce de rigueur-là dans un monde où est-ce que on change 7 fois, tu as nommé le 3e lien tantôt, mais qu'on change 7 fois d'idée sur le 3e lien, ça fait du bien quand même. Oui, tout à fait. C'est rafraîchissant d'avoir une parole qui se tient. C'est drôle parce que à sa première course à la chefferie du PQ, quand Paul s'est présenté, lui, il proposait, je me souviens plus précisément, là, mais il proposait pas une démarche claire sur l'indépendance. Là. Il disait comme, il faudrait pas qu'on le fasse dans un premier mandat, si je me souviens bien, là, ou tu sais, peut-être si on ramasse plein de signatures. Je me souviens. Puis il y avait tellement une pléthore de propositions bizarres dans ces courses à la chefferie-là sur comment on pourrait ne pas s'engager à faire l'indépendance. Tout le monde avait sa variante. Tout le monde avait sa façon de ne pas vraiment s'engager. Ouais. Puis Paul, il était un ceux des moins engagés à l'époque. Puis j'avais fait un débat contre lui au YIST à Montréal. Ce débat-là est sur YouTube. Là. Ah ouais? Paul vs Sol, quelque part. Ouais, c'est drôle. Puis à l'époque, moi, c'était les mêmes idées. Là. C'est comme, non, ça prend un engagement. Puis j'ai comme le même discours qu'aujourd'hui. Ouais. Lui, il est passé de cette position-là. Mais ça, je trouve que c'est une très belle évolution. Je veux dire, pour le moment souverainiste, c'est parfait. Là, oui, c'est parfait. C'est super. Peut-être que j'ai contribué à le convaincre. Ben oui, peut-être. Ouais. Peut-être que ces débats-là étaient marquants. Je sais pas. Ouais. Pour en revenir à Québec solidaire, puis au plan dans le court terme, c'est quoi la vision, le plan, la stratégie? Qu'est-ce qu'on va voir? Ben là, ça va dépendre de qui gagne la course au co-porte-parole. Tu sais, que ça va venir ajouter une touche quand même à ce qui est en place avec Ruba Gazal. Mettons, moi, ma vision, tu sais, Ruba Gazal aussi s'est fait élire comme co-porte-parole le QS avec l'idée de dire qu'il faut que l'indépendance soit au cœur de notre démarche, que ça soit full décomplexé, là, plus clair que jamais. Moi, c'est la même chose. Fait que on veut faire ça, on veut... Tu sais, en ce moment, la gauche est en train de se... Tu sais, on est rendu les seuls, là, vraiment à gauche, là, tu sais. Le PQ, quand ils ont commencé à dire on baisse la taxe sur l'essence pour avoir des points dans Arthabasca, tu sais, on a vu que c'est une position qui est incompatible avec un vrai plan de transition climatique qui a du bon sens. Fait qu'aux prochaines élections, tu sais, moi, je veux Québec solidaire, tu sais, on va avoir le champ libre au complet, là. On va être les seuls vraiment environnementalistes. On ne sera pas les seuls vraiment souverainistes, mais il faut qu'on le soit de façon... Il faut qu'on enraye les doutes avec ça. Puis je pense que si moi, je suis élu co-porte-parole, ça va contribuer largement à ça. Parce que ça va dire beaucoup sur... moi, le monde, ils savent, mais tu sais, sur les membres de Québec solidaire, sur les choix qu'ils font. Et... Oui, parce que la clarté, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Parce que le doute, le flou, c'est dans un monde qu'on est déjà cynique avec les politiciens, de garder un doute, c'est comme là... Tant qu'à ça, essaye pas. Ça passe plus. C'est comme quand t'es gêné de tes propres idées, c'est comme si t'envoyais le message. Mes idées sont peut-être pas bonnes. Comment le monde, ils vont se rallier à une idée dont t'es gêné toi-même? Voyons donc. C'est détruire ta propre idée. Fait que l'idée, c'est pas faire ça. Puis, tu sais, aussi, en ce moment, il faut qu'on offre un rempart, une résistance, puis un espoir dans le contexte d'une montée mondiale de la droite puis l'extrême droite, là. Qu'on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Puis c'est sûr que ça ne durera pas. Là. Ces affaires-là, c'est des cycles, ça monte, ça descend. Mais il faut qu'on maintienne un discours différent. Il ne faut pas céder à ça. Il ne faut pas répondre puis suivre les sirènes de la droite en disant hey, ça pogne, hey, on pourrait tout surfer là-dessus nous autres aussi. Puis moi, c'est vrai qu'on pourrait ralentir l'immigration, puis là, tu te tasses vers la droite un peu. Puis là, à partir du moment où tu te tasses là-dessus vers la droite, ben là, tu vas te tasser sur d'autres choses parce que là, tu vas attirer du monde de droite qui vont te faire sentir gêné de vouloir investir dans la santé parce que tu as l'affaire. Puis là, tu sais, en ce moment, le Parti québécois, il refuse de se positionner. Oui, le centre se tasse. Il refuse de se positionner aussi sur la question de imposer les grandes fortunes, puis les milliardaires, puis les banques, ils touchent plus à ça. Mais si aux prochaines élections, tu ne proposes pas d'augmenter l'impôt des grandes fortunes, puis des multimilliardaires, puis des banques, puis des multinationales, tu ne vas pas réduire le déficit de 13 milliards, puis tu ne vas pas réinvestir en éducation. Tous ceux aux prochaines élections qui ne s'engagent pas à faire une réforme fiscale importante, c'est des gens qui, tacitement, sans le dire, vont s'engager vers l'austérité. Puis vers continuer à couper dans toutes ces affaires-là. Puis
Puis l'austérité, particulièrement en éducation, puis en santé aussi, mais c'est un appauvrissement général de la société. Tu sais, récemment, l'Institut de la statistique du Québec a sorti cette semaine une étude qui dit quand tu as un diplôme collégial, en moyenne, dans ta vie, là, tu vas faire 700 000 $ de plus que si tu n'en avais pas. Puis quand tu as un bac universitaire, tu vas faire, en moyenne, 1,4 million de dollars de plus dans ta vie que si tu n'en avais pas. Fait que quand on rend difficile le fait de terminer ses études parce que ça coûte toujours plus cher, puis il y a la pression, puis il y a le logement, puis là, il faut que tu travailles, puis nanana, ben, on appauvrit la société, mais c'est juste... Puis là, on va le voir sur des décennies à venir. Est-ce qu'on a des études sur le nombre de personnes qui... sur la quantité de diplômés universitaires au Québec? Oh oui, oui. Puis est-ce que c'est en déclin ou non? Faudrait que je sais pas par cœur, là. Ça serait intéressant de le voir. Mais ce qui arrive, c'est que là où il y a des augmentations, c'est sur aussi l'endettement. Ouais. Fait que tu sais, ça se peut que tu persévères, mais tu t'endettes en fou. Puis l'endettement, ça a des conséquences économiques. Qui profite de l'endettement à part les banques? Personne. Ouais. Tu sais, l'endettement énorme retarde le moment où tu es capable de t'acheter une maison, si tu veux une maison ou un condo, peu importe. Ça retarde le moment où tu fais toutes sortes de grands projets. Ça peut faire en sorte que pendant des années, tu vas moins aller au restaurant. Ouais. Pas bon pour l'économie, là. Les seuls qui profitent de ça, c'est les banques. Puis les seuls qui n'ont pas besoin d'aide, c'est les banques. Moi, ça me fait capoter le prêt étudiant qui sont faits par les banques, qui ont leur garantie le prêt. Tu sais, j'ai comme, mon Dieu, mais... C'est-tu des banquiers qui ont pensé à ça, tu sais, puis qui disent... Probablement. Probablement. Mais, probablement. Mais comment a pu-t-on collectivement faire quelque chose qui était si contraire à nos intérêts? Mm-hmm. C'est fou. C'est intéressant quand tu parlais, tu sais, de résister à la tendance, à la mouvance vers la droite, là, tu sais. Puis je trouve que que la position est vraiment louable, mais c'est... Il y en a qui se sont tassés à droite, puis ça a payé. Là. Dans le sens que si tu regardes le Parti libéral du Canada, c'est fou. On a reçu Mélanie Joly ici juste avant les élections, puis j'y ai carrément dit « Vous êtes tassés à droite un peu », puis elle m'a répondu « Ben le monde s'est tassé à droite ». En voulant dire, si tu veux gagner, il faut que tu te tasses à droite, parce que c'est ça qui se passe. Ouais, c'était ça dans le fond. Le sous-texte, c'était genre, on s'est tassé à droite parce que fallait gagner, puis tout le monde s'est tassé à droite. C'est ça. Mais moi, je fais pas de la politique de même. Ouais. Mais ils ont gagné. Oui, je sais. Mais moi, mon but, c'est pas de gagner, c'est de transformer le Québec, faire du Québec un pays, puis genre que, tu sais, comme que le féminisme avance, qu'on fasse une transition écologique, qu'il y ait moins de monde qui meurt dans la rue. Tu sais... Mais pour faire le plus gros... c'est comme la contradiction de la politique, c'est que pour faire le changement... Faut que tu sois élu. Ouais. Mais ça, je pense que ça se peut. Tu sais, si c'était vrai qu'il fallait que tu abandonnes tes valeurs pour te faire élire, il n'y aurait jamais rien qui aurait avancé dans l'histoire de l'humanité. Tu sais, le monde qui ont nationalisé l'hydroélectricité, là, ils ont exercé du leadership. Là. Ils n'ont pas fait ça parce que comme c'était l'affaire qui allait les faire élire. Tu sais. Fait que puis, tu sais, le droit de vote des femmes, tu sais, il y a plein d'affaires importantes qui ont été faites par du monde qui visait un idéal largement supérieur à leur ambition personnelle. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde qui cède à ça. Moi, j'ai commencé, là, c'est drôle parce que je sais que vous avez reçu Jean-Martin Hossan récemment. Puis moi, c'est grâce à lui que j'ai commencé à faire de la politique parce que... Il t'a convaincu? Oui, il m'a convaincu. J'étais là, c'est un convaincu, Jean-Martin. C'est ça, c'est un convaincu. Puis là... Moi, j'y avais dit à un moment donné qu'on s'était rencontrés, puis j'y avais dit, tu sais, faire de la politique comme les autres, puis comme les autres, tu veux dire ici, juste pour te faire élire, c'est pas vraiment utile. Il y a tellement de monde qui font ça déjà. C'est pas utile que moi, je vienne me rajouter dans ce troupeau-là, tu sais. Ouais. Fait que moi, je vais en faire pour d'autres choses, pour des idéaux qui dépassent ça. Puis si ça marche pas, tant pis. Puis si ça marche, tant mieux, au moins ça aurait été utile. Mais ce qui est sûr qui n'a aucun sens pour moi, c'est de dire juste on va trahir nos valeurs puis devenir de droite, genre, parce que c'est la mode. Ça, c'est la folie, tu sais. Ouais. Puis en ce moment, je comprends la tentation là, de se virer à droite sur l'immigration, puis sur l'inclusion, puis tout ça, puis les sondages. Moi, je trouve que les sondages de Léger qui sont sortis cette semaine, il y a un biais dans les questions, là, mais en tout cas, c'est un autre débat. Je veux dire, c'est comme absolument pas rigoureux scientifiquement de dire comme laïcité et interdiction des signes religieux, c'est la même chose. Là. C'est juste comme académiquement très discutable. C'est pas vrai. Bon, peu importe, on partira pas là-dessus, mais je comprends cette
cette idée-là de dire on va faire ça, mais il faut penser aux conséquences. Puis moi, je pense que ça compromet, mais je l'ai dit tantôt, là, mais ça compromet nos chances de réussite. Puis moi, je veux qu'on réussisse. Parce que je sais que dans ma vie, j'aurais pas 8 occasions. Là. Il n'y en aura pas 8 des référendums. Il y a eu 15 ans entre le premier et le deuxième, 30 ans, ben là, on ne sait pas, là, mais 30 ans et peut-être 31, 32 ans entre le deuxième et le troisième. Si la tendance se maintient, au prochain, après, on est tous très vieux, là, si on est encore en vie. Alors, il faut faire attention à ça, puis pas le manquer. Il y a du monde qui ont été paralysés après 95, paralysés par l'idée de perdre, puis leur réaction à ça, c'est de dire qu'il faut plus qu'on réessaye vraiment. Il faut pas réessayer, sinon on va perdre. Ouais. Moi, je dis non, il faut qu'on réessaye, puis il faut qu'on s'assume en fou. Mais Christy, il faut le faire avec une vision qui va gagner la majorité de la population, puis qui va... C'est dans nos valeurs, l'inclusion. Puis ce qui est le pire là-dedans, là, c'est que, c'est sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon, il se dit dans sa tête... Je suis accueillant avec les immigrants, puis je les aime, puis genre, je veux qu'ils se sentent chez... C'est sûr qu'il se dit ça. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Mais quand, mettons, Kim Thuy a dit, genre, ça me décalisse l'intérieur. C'est pas ça qu'elle dit, là, mais tu sais, ce discours-là, j'ai l'impression que tout est de ma faute. Ouais. Mon pays d'accueil, là où je me sens chez moi, puis là, maintenant, j'ai envie de partir tellement que j'entends ce discours-là. Ça m'a fait quelque chose d'entendre ça, ce discours-là. Mais quand elle a dit ça, au lieu de faire d'écouter, crime, ils font genre, ils se justifient dans leur rhétorique, puis les gens, là, ils nous accusent, ils veulent canceller le débat, puis genre, ils veulent nous rendre infréquentables, puis là, ils se replient dans une stratégie de justification rhétorique conservatrice qui est le contraire de ce que un homme ou une femme d'État qui veut rassembler le Québec pour fonder un pays devrait faire. Alors, ça, il faut que ça se règle, tu sais. Ouais, c'est une question qui est... Parce que, comme tu dis, dans sa tête, ça doit être... On est accueillant, puis le fond de la pensée, c'est d'essayer de raisonner jusqu'à essayer de régler des problèmes comme justement le manque d'accès aux services, le problème du logement. Sauf que j'ai l'impression que faudrait comme à chaque fois partir un petit peu plus d'une place d'empathie puis de compréhension pour, au pire, arriver au même endroit. Tu sais, mettons que fondamentalement, on s'entend pas sur des cibles d'immigration puis une capacité d'accueil. Mettons que c'est ça le point sur lequel on s'entend pas. Mais je pense qu'il faut comme reculer un petit peu plus à chaque fois qu'on aborde ces questions-là, justement pour faire preuve d'un petit peu plus d'empathie puis que tout le monde se sente un petit peu plus dans le projet. Fait que juste au lieu de dire faut baisser les seuils d'immigration, dire je suis pas raciste, mais faut baisser les seuils d'immigration. Sans dire ça. Sans dire ça, de dire comme les immigrants font partie prenante du Québec. Comme tout le monde est vraiment le bienvenu ici. Pour l'instant, le problème du logement est plurifactoriel. Voici les différents facteurs. Voici notre vision pour régler ces problèmes-là, qui n'ont rien à voir avec les immigrants eux-mêmes, mais le concept d'immigration, tu sais, c'est peut-être... Parce que au final... Après, tu peux ne pas être d'accord sur le fond de la patente, là, sur l'idée, puis le chemin, puis ce que tu crois qui est le vrai problème. Ça, je comprends. Mais je pense que ça nécessite un petit peu plus de... Mais sur les seuils d'immigration, l'affaire, c'est que, tu sais, les seuils d'immigration, c'est... Tout le monde garoche des chiffres à peu près. C'est un débat inutile. Parce qu'il n'y a pas eu une vraie élaboration d'un concept objectif de c'est quoi la capacité d'accueil. OK? Fait que dans le fond, puis nous autres, une des choses qu'on propose à Québec solidaire, c'est établissons comme un comité là, qui va établir c'est quoi la capacité d'accueil. Qui va nous le dire. Puis même une fois que tu as la capacité d'accueil, c'est que la capacité d'accueil, tu peux la faire bouger. Si tu investis en logement, si tu lèves les freins à l'émergence du logement puis que tu investis en logement social, ta capacité d'accueil, elle bouge. Si tu investis en santé, en éducation, tu construis des nouvelles écoles, ta capacité, elle bouge. Puis là, on est dans une dynamique complexe au Québec parce que on a besoin des immigrants aussi parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, dans certaines régions, plus que d'autres encore. Puis, fait que là, si on réduit ça au nombre... Tu sais, il y a comme ça peut nous entraîner dans un cercle vicieux. Fait que non seulement il faut qu'on établisse la capacité d'accueil, mais après ça, même une fois qu'on l'a, il faut qu'on dise, est-ce qu'on la laisse comme ça? Est-ce qu'on l'augmente? Est-ce qu'on la diminue? C'est un choix politique que là, on peut avoir. La capacité actuelle, puis après ça, la cible.
C'est ça. d'accueil. Puis après ça, ben, si la capacité et la cible sont pas à la même place, ben, pallions à la différence. Tu sais, mettons, le Parti québécois était avec un plan l'année passée sur l'immigration. Puis de mémoire, il y a plusieurs mesures là-dedans, mais de mémoire, c'est comme l'immigration permanente, ils voulaient la couper de moitié. Mais d'où ça sort, couper de moitié? Genre, tu sais... Basé sur quelle donnée? c'est ça. là? Puis quelles seront les conséquences? Parce que l'affaire, c'est que l'immigration permanente, tu sais, quand tu fais ta demande d'immigration permanente, souvent, t'es d'abord immigrant temporaire, t'es déjà ici au Québec, puis t'as une famille, mettons, où t'es comme... puis là, où tu veux faire venir ta famille, tu sais, puis c'est que le fait de couper de moitié, là, ça va créer comme un arrérage là, qui va faire qu'il y a du monde que ça va ralentir, là, ça va faire passer de 4 à 8, 10 ans leur processus d'immigration. Puis ça ralentit leur vie, ça met leur vie sur pause. Il y en a que ça va ralentir le fait de retrouver leur famille, de pouvoir faire venir leur famille, tu sais. C'est des drames humains incroyables, tu sais. Fait que faire ça, c'est vraiment... Puis c'est comme le danger, tu sais. Le danger, admettons, de notre identité puis notre langue, là, ça se passe sur le web, là. Tu sais, il faut faire la découvrabilité des œuvres. Ouais. Tu sais, ça, le ministre Lacombe de la CAQ, qui fait une bonne affaire avec son projet de loi. Ouais. Si on est un pays, on pourrait aller... Lorsqu'on sera un pays, on pourra aller encore plus loin. Ouais. Mais... C'est comme un début, mais il faut financer nos artistes là, qui n'ont même pas de filet social, tu sais. Ça va jouer bien plus sur l'identité québécoise, puis genre notre épanouissement. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est parce que l'affaire sur l'immigration, souvent, quand tu fais des immigrants un bouc émissaire, c'est que tu identifies le mauvais problème, puis ça va faire que tu vas identifier les mauvaises solutions. Fait que tous les problèmes, là, tu ne régleras pas. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est un autre problème en plus que ça déchire leur sentiment d'appartenance à la nation québécoise. Ouais. Bon point. Je comprends bien. non, mais ouais. Mais ce que j'entends depuis tantôt, c'est un discours contre, en fait, beaucoup de critiques envers le Parti québécois. Mm-hmm. Surtout envers cette position. Ouais, non, je comprends tout à fait. Puis je comprends aussi que, tu sais, il y a 2 partis indépendantistes, donc s'il y a des votes pour Québec solidaire, aller chercher, puis je dis pas que tu fais un discours électoraliste en ce moment, là, mais s'il y a des votes de Québec solidaire à aller chercher, c'est au Parti québécois, entre autres. Mais je me dis, dans l'optique, quel est le message, mettons, ou quel serait le message, si jamais c'est toi qui deviens co-porte-parole, ou même, peu importe, quel sera le message de Québec solidaire pour aller chercher des fédéralistes, par exemple, du Parti libéral du Québec, pour aller rallier du monde qui ne sont pas du Parti québécois à la cause, à Québec solidaire? Mais moi, je pense que peu importe le monde, qu'est-ce qu'ils ont voté aux dernières élections, il faut aller chercher le plus de monde possible. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je suis dans une circonscription dans Jean-Lesage, ça a toujours été libéral avant moi, sauf 1 an et demi ADQ, là. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs circonscriptions solidaires qu'avant, ils étaient libérales. Il y en a plusieurs qui, avant, ils étaient péquistes. Tu sais, c'est comme il n'y en a juste pas qui étaient caquistes parce qu'il n'y avait pas de caquistes avant qu'on rentre beaucoup au Parlement. Là. Mais il y en avait, mais... non, c'est pas vrai, il y en avait, mais juste pas dans les endroits où est-ce qu'on a été populaire à ce moment-là. Fait que c'est juste jamais arrivé. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il faut... tu sais, il faut regarder, de façon générale, comment on peut aller chercher le monde, tu sais. Puis, il faut aller chercher tout le monde, tu sais. Il y a comme... faut pas prendre pour acquis qu'il y a du monde que jamais ils vont embarquer dans la question de l'indépendance. Tu sais, mettons, moi, je suis comme... mon père, c'est un immigrant italien, là, tu sais. Quand j'avais 13 ans, en 95, j'étais le leader du camp du non dans mon cours d'histoire. Il y avait un débat, tu sais. Puis au cégep, en écoutant Falardeau, je suis devenu indépendantiste tranquillement. Là. Ça a pris, mettons, 2-3 ans. Tu sais. Ouais. 2-3 ans d'exposition à Falardeau, t'es indépendantiste. Ben, Falardeau et autres affaires, des amis. Non, mais des beaucoup de Falardeau amis. qui circulent sur TikTok. Ah ouais, beaucoup de Ça clips pogné, de c'est Falardeau. bon, là. du Falardeau. Puis, tu sais, puis des amis, puis des discussions. Puis là, j'ai tergiversé. Puis là, j'étais en philosophie en plus. Fait que là, je pensais à mon affaire. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Ah non, je suis réversiblement indépendantiste. » Puis après, une couple d'années après, je me suis mis à militer. Puis tu sais, Ruba, tu sais, Gazal, qui est arrivé ici à l'âge de, je pense, 10 ans, tu sais, rien ne la prédisposait à être une indépendantiste assumée. Puis aujourd'hui, elle l'est. Fait que tout est possible. Puis, tu sais, surtout, moi, je pense, Ruba Gazal, tu sais, c'est un trésor politique au Québec, là. Une enfant de la loi 101, genre de, tu sais, comme diplômée des HEC, indépendantiste de gauche, tu sais, comme, c'est incroyable. Puis, elle va contribuer, puis je pense qu'elle contribue déjà à faire que le mouvement indépendantiste puisse être accueillant, puis que les gens qui viennent
qui viennent d'ailleurs puissent sentir qu'ils ont leur place dans ce mouvement-là. Ouais. Puis ça, c'est super important. Parce qu'il faut que, le Québec, plus ça va, plus les années avancent, plus les Québécoises et les Québécois sont nombreux à avoir des origines dans l'immigration, que ce soit eux-mêmes des immigrants ou la génération d'avant ou celle d'avant. Là. Ouais. Je me souviens, à Option nationale, à un moment donné, comme tout, on était vraiment nombreux à avoir des parents immigrants, genre, tu sais, comme la directrice générale, moi, genre, le président, tu sais, comme... Le président, je ne me souviens plus, mais tu sais, full le monde, puis on était là comme... Hey, c'est fou comment, genre... je trouvais ça beau. On était comme fiers. Hey, c'est cool. On est comme Mais aussi, Jean-Martin il avait fait une vidéo en espagnol une fois, puis là, genre, j'avais entendu comme à la radio se moquer en disant, bon, Jean-Martin, il s'adresse aux 3 indépendantistes hispanophones, mais tu sais, ce qui était une critique démagogique, là. Mais ouais, on le voit en ce moment, justement, dans le genre de renouveau de la jeunesse souverainiste, que c'est vraiment... multiculturel, en fait, là, tu sais, puis même dans les figures les plus importantes sont des immigrants ou fils... Kinji. Oui, exact. Et le maire de Laval. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est ce qui m'a marqué, parce que je pense que la communauté latino au Québec, c'est probablement parmi les groupes les plus souverainistes, là, parmi, tu sais, les différentes communautés comme issues d'ailleurs, là. Puis, tu sais, ils viennent de pays qui ont fait l'indépendance, tu sais. Ouais. Puis la question de la souveraineté est encore d'actualité. En 2019, il y a eu une crise sociale au Chili. Moi, j'ai été là comme observateur international pour témoigner des violations qui étaient faites aux droits humains envers les manifestants dans le cadre de ce soulèvement social-là. C'était fou, là, tu sais, j'ai des affaires pas de bon sens. Puis la capitale du Chili était bariolée de graffitis, genre pas des graffitis tout super beaux, là, tu sais, comme, tu sais, c'était tout. Je me disais, mon Dieu, ça va être long à nettoyer. Mais, peu importe. Un des graffitis les plus fréquents, c'était Soberania si. Donc, souveraineté, oui. Puis j'étais comme, souveraineté, tu sais, le Chili est un pays indépendant, mais dans le fond, c'est que pour eux, la souveraineté, c'était plus que l'indépendance, c'est-à-dire, oui, évidemment, ça fait longtemps que c'est réglé, les autres, l'indépendance par rapport à l'Espagne, mais c'était l'idée d'avoir le pouvoir entre les mains du peuple. Parce qu'eux, tu sais, ont une constitution élaborée à l'époque de Pinochet qui a vraiment facilité comme la dépossession du peuple de ses ressources, facilité la privatisation de l'eau, de toutes sortes d'affaires. Et là, ils se disaient, OK, il faut qu'on reprenne les rênes de notre destinée. Puis c'est beau de voir comment la souveraineté est dans le monde en ce moment une des affaires les plus actuelles, là. Parce que, puis des fois, c'est même dans des pays indépendants. Pour être capable de protéger le territoire, être capable d'arrêter de se faire déposséder de façon générale, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, Falardeau, c'est lui qui m'avait... Tu sais, comme quand Falardeau parlait des luttes de décolonisation en Afrique du Nord puis ailleurs, j'étais comme, OK, dans le fond... parce que, tu sais, moi, mettons, avant d'être souverainiste, j'étais comme, tu sais, genre full préoccupé de l'actualité internationale, puis j'étais là, tu sais... Mais là, quand j'ai vu que, dans le fond, c'est de l'actualité internationale, la souveraineté du Québec, c'est un enjeu universel qui touche tout le monde différemment, ça m'a comme touché, puis je me suis senti comme moins seul, puis j'ai senti que vouloir être souverainiste aujourd'hui au Québec, c'était participer à l'histoire du monde. Mm-hmm. Ça m'a fait quelque chose. Je comprends. Moi, c'est la chose qui... ma blonde, elle me trouve tannant. C'est une obsession que j'ai. On en parle de plus en plus souvent sur le podcast aussi. C'est une obsession que j'ai, puis comme ça va devenir... Tu sais, sondage, nonobstant les sondages, là, en fait, pas nonobstant les sondages, mais si on se fie aux sondages, le Parti québécois risque de rentrer au gouvernement si on se fie au sondage. C'est ce qu'on disait du Parti conservateur canadien en décembre dernier. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que c'est ça que je disais hier, on est à un Mario Dumont de... Moi aussi, je pense que ça serait lui le carnet de la CAQ. On est à un Mario Dumont d'un changement de situation. Là. Mais bref, moi, c'est ça, ma blonde, elle me trouve tannant parce que je dis, si le Parti québécois rentre au pouvoir puis qu'il y a une campagne référendaire, ça va devenir ma seule raison de me lever le matin. Je comprends. C'est de militer pour ça activement. De faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pas arriver... Pour aller chercher un vote à la fois. C'est quasiment de voir le monde dans la rue faire « Hey, toi, on va parler. » Mais il y a une autre affaire, une autre conjoncture cool, là, c'est pour une possible réforme du mode de scrutin.
en 2018, il y avait une entente de tous les partis sauf le Parti libéral pour dire peu importe qui est élu, on fait une réforme du mode de scrutin. La CAQ a choqué. C'est tout le temps ça. Le parti qui gagne, il choke finalement. Ça fait du sens. Mais Finalement, le mode de Nos jeux, scrutin, man. il est pas pire. il est pas pire, Pour hein? moi, il marche Quand tu joues forcément. au trou de cul, c'est comme à chaque fois, on va rebrasser les cartes, puis là, t'es le président, tu fais comme, on rebrasse pas les cartes. C'est moi, oublie ça. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, bref, là, tu sais, le MDN, Mouvement pour une démocratie nouvelle, a fait une sortie cette semaine. Puis il disait, on voudrait refaire faire une entente comme ça, mais avec ceux qui restent là, dans la coalition, fait que le PQ, QS, puis le Parti conservateur du Québec qui est en faveur d'une réforme du mode de scrutin. Mais oui, eux autres, je comprends. Fait que si on réussit ça là, comme entente transpartisane, quoi qu'il arrive, il y aurait une réforme si personne choke. Ouais. Fait que c'est une autre affaire à surveiller qui est bien excitante. Ça Ouais. va changer. Réforme du mode de scrutin. scrutin, ça fait longtemps que ça devrait avoir été fait. Là. C'est une aberration. L'élection, on c'est dirait ça. qu'on en parle, puis. Ben, c'est finalement- tout le temps la même chose. Depuis que je vote, que tout le monde dit à l'opposition, on dit on va changer le mode de scrutin, puis là, t'arrives au pouvoir, puis c'est comme non, on le change pas. Mais il y a du monde qui l'ont fait que ça se fait. Ouais. Mais tout à il faut fait. qu'à un moment donné, il y ait une conjoncture spéciale, puis qu'il y ait du monde qui soit des individus qui décident d'avoir de l'éthique, puis d'aller à Exact. l'encontre de leurs ambitions personnelles. C'est ça. Ouais. Ça, c'est qui est dur. important. C'est dur, Comme mais on c'est disait. important. Ouais. Moi, c'est ça. Je trouve ça bien important. Merci beaucoup. Hey, Vas-y. c'était la question. Vas-y, vas-y. Non, j'allais juste dire, tu sais, ça a brassé quand même à QS dans les Ouais. dernières années, mettons. Ah ouais? Puis. Ben, tu sais, moi, personnellement, tu sais, j'aime beaucoup Gabriel. Je trouve qu'il était super bon. Puis le duo Gabriel-Manon Massé est quand même un power duo, mettons, Ouais. là, tu sais, en termes de complémentarité, Ouais. puis à quel point les deux, justement, sont sont top dans leur force, là, tu sais. Manon qui est comme que tout le monde adore, puis qui semble adorer tout le monde, puis qui semble avoir, tu sais, une compassion extrême, puis juste comment elle est proche des gens, puis Gabriel qui est comme un expert de tous les dossiers, Ah, ouais. puis communicateur Ouais. de feu, tu sais, puis Hors puis tu sais, là, avec ce qui s'est passé, les critiques, la bisbille interne, as-tu l'impression que QS s'est relevé de ça, puis ou peut se relever de ça? On peut se relever de ça, on va se relever de ça. Là, c'est trop tard pour dire que, tu sais, comme c'est complètement derrière nous. Tu sais, Ouais. quand ça fera 6 mois que ça va parfaitement bien. Qu'il n'y on a, dit- pas personne qui a quitté en Ouais, claquant c'est la ça. porte. Ben là, tu sais, ouais. ben, je pense pas qu'il y a personne qui va quitter en claquant la porte, là. Mais tu sais, bon, après ça, mais c'est sûr que c'est possible. Puis tu sais, dans la vie des partis, là, ça arrive, ces genres d'affaires-là. Tu sais, avant il y a des élections, tout le monde disait que le PQ allait mourir, il était mort. Bon. Ouais. Fait que, tu sais, QS, là, on est dans nos ultimes retranchements. Puis, mais moi, je suis un gars, tu sais, d'espoir. Puis ce qui me motive dans la vie, c'est comme de quoi on a besoin collectivement. Puis Québec solidaire, je trouve qu'on a ces solutions-là. Ah, ouais. Puis là, il faut que on les mette de l'avant, on se fasse connaître, qu'on contribue à défaire les préjugés à notre égard, remplacer ça par des vraies choses, puis que on suscite l'enthousiasme. Puis moi, l'espoir, c'est un choix. Et je fais le choix de l'espoir. Ouais. C'est un choix qui est, tu sais, l'espoir, parce qu'on peut se décourager n'importe quand, là, surtout quand on regarde l'actualité, puis tout Ouais, ça, ben puis oui. Trump, puis etc. Ouais. Mais l'espoir, c'est que... l'espoir, ça veut pas dire que tu es sûr que ça va arriver, ce que tu souhaites. Là. L'espoir, ça veut dire que tu dis c'est possible. Tu sais. Et c'est vraiment plus beau de vivre une vie dans l'espoir Ben oui. que de vivre une vie où tu dis « Ah, je pense pas que rien que je souhaite va arriver. » Fait que, tu sais, pour des raisons esthétiques, de dire « Je veux vivre une belle vie », ben je choisis l'espoir. Puis il y a aussi une raison éthique de choisir l'espoir, c'est que ça a des conséquences de choisir le désespoir. Ça a des conséquences, puis les conséquences de ça, t'en es responsable, tu sais. Si tu décides de choisir le désespoir, là, tu sais où ça va mener, c'est pas beau. Fait qu'il y en a pas question. Hmm. Alors, on choisit l'espoir. Choisis l'espoir. J'adore ça. Moi, j'ai juste dernière question. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, tu sais, puis PH t'a posé la question plus tôt, c'est quoi la direction de QS? J'ai l'impression qu'à une certaine époque, tu sais, moi, j'ai voté QS aussi plusieurs fois. Puis j'ai toujours l'impression que ce que QS me proposait
était clair. Puis que justement, je comprenais bien le message, mettons, Ouais. et la direction. Et comme j'avais un sentiment d'appartenance envers ce parti-là, que j'ai encore, dans une certaine mesure. Puis, mettons, en ce moment, je ressens pas cette clarté-là, mettons, du message, on dirait, chez QS. Puis j'ai l'impression que, tu sais, je prends un exemple, mettons, on revient au chef du PQ, quand ça va sur une entrevue, j'ai l'impression que le message, il est défini, puis il est clair, Ouais. puis je le comprends, tu sais. Mhm. Puis mettons, Ruba, je l'adore, puis on l'a reçu ici sur le podcast, puis vraiment, C'est extraordinaire. je l'ai trouvé extraordinaire, je l'ai trouvé ultra convaincante. Mais, mettons, par après, quand j'ai entendu en entrevue, je n'ai pas trouvé que le message Mhm. puis que la direction était si claire, mettons. Ouais. Puis qu'en arrivant, en disant tac, 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 faut faire Ouais. ça, c'est ça, les enjeux. Puis j'étais plus, OK, ben là, c'est quoi, c'est où qu'on s'en va, c'est quoi QS? J'ai l'impression qu'il reste ça. C'est un éditorial. je Ben finis non, mais là-dessus, c'est j'ai full l'impression qu'il reste intéressant. ça Moi, c'est précieux, là, défini. les points de un vue extérieurs. travail de Ouais, exact. Parce que c'est tellement, tu sais, ce qu'on fait par rapport à ce qui est perçu, mais en même temps, là, tu sais, on veut être clair. Fait que, Ouais. je vais travailler ça. Puis, en terminant, Ouais. je peux-tu faire une petite plug? Ben oui, Ben oui, vas-y. Vas-y. Ben, si vous avez aimé ça, mettons ceux qui écoutent ce podcast, puis que vous voulez voir cette vision-là représentée, devenez membre de QS puis votez pour moi du 4 au 8 novembre. Puis sinon, j'ai un podcast aussi que j'ai commencé avec 3 épisodes. Le premier avec Martine Delvaux, ensuite Mélanie Demers, une chorégraphe extraordinaire. Martine Delvaux, militante féministe, notoire, prof de littérature aussi. Et le troisième avec un prof de philo puis l'ancien président de l'UEC où on parle d'enseignement supérieur. Fait que ça vous C'est quoi le intéresse, nom du podcast? Hey, ça, c'est une bonne question. C'est Paix, amour et nous vaincrons. Cool. On va le mettre, Nicole, note ça, on va mettre dans la description du podcast. Je fais une conclusion à ta conclusion. Dernière éditoriale. Puis après aussi. ça, je vais faire une autre question. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, parce que le paix, amour Et nous vaincrons. et nous vaincrons. Et nous vaincrons. C'est beau parce que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de négativité puis de discours Ouais. très polarisés et toxiques, là, tu sais, dans le discours ambiant, puis tu sais, encore plus aux États-Unis, là, tu sais. Puis, quand, mettons, je t'écoute, il y a des politiciens qu'on écoute, puis quand on ressort de l'expérience, ce qu'on ressent en dedans, c'est de la colère. Mhm. Mais toi, ce que je ressens, C'est de c'est l'espoir. de l'espoir. Tu sais. Ouais. Ah, ben, C'est crème. c'est du positivisme, puis je pense que le monde en a besoin de. Ouais, vraiment. Le positivisme, même si des fois le discours tranché, puis le discours dans l'attaque, puis le discours, des fois ça pogne, ça fait du bien aussi un peu de positivisme, puis Ouais. de paix, puis d'amour. Ben, merci. Yeah. Yes. Paix, amour et nous vaincrons. Merci Yeah. beaucoup. Hey, Nous merci, vaincrons. les gars. C'était vraiment Ouais. cool. C'est ça.